Ok, bonjour, ça fait longtemps depuis la dernière fois, pas vrai? En fait, ça fait un an, précisément, voilà, un an depuis la dernière vraie vidéo sur le fameux Hardcore Nuzlocke, qui est encore une fois un challenge que j'ai créé moi-même sur Skylanders et que j'avais donc réussi à faire l'année dernière. Sauf que la dernière fois, j'avais fait ce Nuzlocke sur les 4 premiers jeux seulement, donc il me semblait plus que logique que je fasse plus tard la revanche en faisant un Nuzlocke sur tous les 6 jeux. Et c'est ce qui est prévu pour aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, puisque comme l'année dernière, je vais découper tout ça en deux parties. La partie stratégique qui est cette vidéo, où je vais donc présenter ma stratégie et aussi les règles. Puis plus tard, vous allez donc pouvoir voir le véritable essai que j'ai fait sur le challenge, qui va être encore une fois un petit montage, voilà. Et puis voilà en fait, je n'ai littéralement rien d'autre à dire, donc dans cette vidéo je vais donc présenter les règles, relativement vite d'ailleurs, puisque j'ai déjà présenté, je rappelle, les règles dans plein d'autres vidéos. Donc je vous recommande de les regarder ou de les re-regarder encore une fois si vous avez déjà oublié. Sauf que c'est quand même important pour moi de vous reparler des règles, surtout parce que si vous avez manqué la vidéo en anglais, ce qui est totalement normal, eh bien vous n'avez littéralement pas encore vu toutes les règles, et notamment les règles pour les 6 jeux. Surtout qu'en plus, depuis cette vidéo, les règles ont légèrement changé, donc voilà, c'est très important évidemment de reparler des règles. Et ensuite, donc, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous présenterai ma stratégie. Allez, on commence. Donc, voici toutes les règles, encore une fois, et maintenant, quel changement vais-je devoir faire en ajoutant 2 autres jeux? Bon, déjà, il y a un changement très important sur le format des 6 jeux, car en effet, l'équipe reste la même, c'est-à-dire qu'on a toujours le droit à seulement 6 Skylanders, et d'ailleurs, comme c'est un par jeu, alors ça fait exactement un Skylander pour chaque jeu. Sauf que ça, justement, ça pose problème, et ça d'ailleurs à cause de 2 autres choses du Nuzlocke. La première chose, c'est que déjà, on rappelle que sur Super Mario Adventure, à la base, je suis obligé de choisir un starter, qui est le seul Skylander pour qui je ne suis pas obligé de débloquer la Gem Dame. Et ce starter, dans les règles de base, c'est forcément un des 3 Skylanders du starter pack, c'est-à-dire Spyro, Gilgrunt ou Trigger Happy. Sauf que, évidemment, faire ça, ça voudrait dire que pour le Skylander de Super Adventure, eh bien, j'aurais le droit à seulement 3 Skylanders, alors que je rappelle quand même qu'il y a 32 Skylanders sur le roster de Super Adventure, donc ça éliminerait les 29 autres Skylanders qui sont disponibles dans le jeu. Donc évidemment, ça fait beaucoup, Et donc maintenant, pour les 6 jeux, le starter, ça peut juste être n'importe quel Skylander de Super Adventure. Comme ça, évidemment, on a bien le choix sur l'intégralité du roster, ce qui est beaucoup plus intéressant. Bon, maintenant, il y a aussi un autre problème à cause d'un autre concept du Nuzlocke, c'est que dans le Nuzlocke, donc, les Skylanders doivent forcément s'obtenir avec leur Gem Dame. Et l'idée, c'était surtout qu'une équipe doit forcément pouvoir débloquer une Gem Dame à elle seule, sinon elle ne peut juste pas débloquer le Skylander. Donc par exemple, si tu veux jouer Stump Smash il est dans le portail élémentaire Tech du deuxième niveau, donc tu dois forcément pouvoir ouvrir ce portail élémentaire avec un Skylander, et dans ce cas-là, en fait, tu es juste obligé d'avoir Trigger Happy dans ton équipe, puisque donc c'est le seul Skylander qui peut faire ça et que tu peux avoir à ce moment-là dans le jeu. Sauf que pour les 6 jeux, en fait, pour faire court, ça ajoute plein d'autres Skylanders qui sont totalement impossibles à obtenir. Parce que, en fait, dans Giants et dans Trap Team, il y a certaines Gem Dames qui ne sont obtenables que par ce qu'on appelle les Gimmicklanders, c'est-à-dire notamment les géants dans Giants et les Trap Masters dans Trap Team ici. Et en fait, tout bêtement, ça veut donc dire que tous les Skylanders qui ont des Gem Dames qui ne peuvent être obtenus que en utilisant un Gimmicklander sont totalement impossibles à débloquer, parce que donc, il faut forcément débloquer un Skylander de ce jeu, donc un Gimmicklander, pour pouvoir accéder à leur Gem Dame, et donc ça fait que forcément, comme il y a un Skylander par jeu, c'est impossible de à la fois pouvoir obtenir la Gem Dame du Skylander pour le débloquer, et ne pas avoir déjà débloqué un autre Skylander sur ce jeu. Donc, pour faire plus simple, j'ai juste décidé de totalement débloquer le challenge en autorisant enfin la possibilité d'utiliser des Skylanders en dehors de l'équipe pour pouvoir accéder à des Gem Dames qui sont normalement inaccessibles donc. Et donc, ça va notamment évidemment rendre accessibles les Skylanders que j'avais cités plus tôt, en plus aussi de Shroom Boom, Spotlight, Crash Bandicoot et Neocortex qui étaient déjà totalement impossibles à obtenir dans le Nuzlocke de base, dans le Nuzlocke avec les 4 jeux. Donc en fait, ça rend sûrement disponible une bonne dizaine de Skylanders, donc c'est quand même pas mal. Et de manière générale, évidemment, ça fait qu'on passe d'un choix entre tout le roster de chaque jeu, à quelques exceptions près, à juste un choix entre tous les Skylanders de tous les rosters, tout court en fait.
Et en plus, ça simplifie aussi le cas de certains Scalenders qui étaient déjà techniquement utilisables, mais ne pouvaient être débloqués que sous des conditions très spéciales, et qui sont donc également simplifiées et facilitées sur ce cas-là. Bref, ensuite il y a aussi des règles qui sont spécifiques à Superchargers ou Imaginators, parce que évidemment ces jeux n'étaient donc pas dans le Nuzlocke originel, donc je n'ai jamais pensé à faire des règles pour ces jeux, mais maintenant ils sont donc là et il faut donc ajouter des règles pour ces jeux. Donc, pour Superchargers d'abord, il y a deux choses principales. Déjà, il y a une énorme question évidemment, c'est celle des véhicules. Et pour faire simple, j'ai fini par arriver sur une règle, enfin en fait 3 techniquement. Déjà, évidemment les véhicules utilisés doivent être reset une fois obtenus comme pour les Scalenders. Et ensuite donc, comment est-ce qu'on débloque les véhicules? Eh bien c'est avec les gemmes d'âme encore une fois, en obtenant la gemme d'âme du Supercharger qui correspond au véhicule. Donc en gros, ça veut dire que dans ce jeu, quand tu obtiens une gemme d'âme, tu vas pouvoir choisir entre débloquer le Scalender, son véhicule, les deux ou aucun des deux. Et pas juste choisir entre je le débloque ou je le débloque pas, comme dans tous les autres jeux. Et en plus de ça, dernière règle, tu es limité à un véhicule par type de véhicule. Donc tu ne peux utiliser que un véhicule terrestre, aérien et marin. Mais en fait, ça a aussi un petit effet secondaire parce que tu es littéralement obligé d'utiliser un véhicule terrestre dès que tu commences le jeu. Sauf que à ce moment-là, évidemment, tu n'en as pas débloqué un seul dans le Nuzlocke. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, en fait, c'est aussi très simple. Il y a toujours un véhicule que tu peux techniquement utiliser, c'est le Instant Hot Streak. Donc, dès le début du jeu, en fait, tu es déjà bloqué sur le véhicule Hot Streak pour le véhicule terrestre. Donc voilà, en fait, c'est aussi finalement une autre règle. Pour le véhicule terrestre, seul le Hot Streak est autorisé pour faire le défi comme véhicule terrestre. Que ce soit le Instant Hot Streak ou le Hot Streak de base d'ailleurs. Et ça, c'est pour une raison très simple, c'est surtout dû à une volonté personnelle de rendre ce jeu un peu plus intéressant parce que, en effet, les phases de véhicules, c'est le gros du jeu, sauf que en utilisant un autre véhicule, notamment le Shield Striker ou le Shark Tank, eh bien les phases de véhicules de ce jeu deviennent vraiment très faciles, puisque en gros, les deux te rendent totalement invincible, sauf pendant une petite fenêtre de temps, donc c'est vraiment très fort, notamment en Ultimate Nightmare. Ce jeu peut littéralement se faire en 1 ou 2 essais en Ultimate Nightmare en utilisant un de ces deux véhicules. Et donc, pour le Nuzlocke, pour rendre le challenge plus intéressant là-dessus, j'ai donc pris la décision de ne pas autoriser ces véhicules et de forcer le Hot Streak, qui reste un bon véhicule, mais qui ne va pas non plus permettre de rouler sur le jeu. Et non, je n'ai pas fait exprès, by the way. Bon, ensuite, il y a aussi autre chose sur Superchargers. En effet, j'ai encore une fois décidé de nerf un Scalender spécifiquement, Donkey Kong. Tout simplement parce que ce Scalender est littéralement beaucoup trop fort. Parce que en gros, il a notamment une capacité de soin qui redonne 1/10 de sa vie toutes les quelques secondes. Et croyez-moi quand je vous dis que ça le rend littéralement, genre quasiment invincible. Surtout qu'en plus, il a une barre de vie plutôt haute pour un Scalender classique. Donc vraiment, c'est vraiment très fort. Je vous jure que je pourrais théoriquement faire toutes les parties les plus difficiles du Nuzlocke avec lui et ce serait même pas si difficile que ça. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas forcément bannir le Scalender, mais d'au moins bannir sa capacité de soin, parce qu'elle est donc vraiment trop OP. Et donc voilà, pas de capacité de soin, pas l'amélioration qui donne le soin pour Donkey Kong. Maintenant, pour Imaginators, il y a deux règles principales en plus. Déjà, les attaques Skyshi sont bannies. Pas parce qu'elles seraient trop fortes, mais tout simplement pour équilibrer un petit peu les sensei. Parce qu'en fait, pour faire simple, pour débloquer les Skyshi, il faut aller au temple de ta classe sensei. Sauf que pour certains Scalenders, pour certains sensei, ce temple, il se situe avant que tu puisses les obtenir. Et donc, c'est impossible pour eux de débloquer les Skyshi. Puisque donc voilà, tu les débloques après. Et comme évidemment, c'est pas autorisé de recommencer les niveaux, tu peux pas retourner dans le niveau pour obtenir les Skyshi. Bon, surprenamment, ça ne concerne environ que 1/3 des sensei, mais c'est quand même beaucoup évidemment, et donc pour ne pas trop les nerfer par rapport aux autres, aucun Skyshi pour tous les Scalenders, pour tous les sensei. En plus, ça rend aussi le challenge un peu plus dur, donc c'est sympa évidemment. Et enfin, j'ai aussi décidé de bannir très spécifiquement les selfies, ou du moins les selfies dans le lobby du jeu, parce que en gros, bon, après c'est un truc très bizarre, et qui est pas non plus si bien documenté que ça, pas non plus si connu que ça, mais en gros, en fait, en plaçant des selfies dans les cadres à selfies dans le lobby du jeu, on peut réussir à obtenir des boosts, et comme pour les Lockout Run Wheels, comme pour les trésors légendaires de Swap Force, comme pour les défis héroïques, c'est vraiment très moyen pour le challenge. Donc comme toutes ces autres choses que j'ai déjà bannies, eh bien ça aussi c'est banni donc évidemment.
Mais après, encore une fois, tous les selfies ne sont pas bannis, hein, parce que notamment, vous savez que dans les niveaux, il y a des spots à selfie où est-ce qu'on peut récupérer un peu d'argent en faisant un selfie. Et ça, pour le coup, à moins que je sois vraiment débile, ça ne donne pas de boost, ça donne rien, ça donne juste de l'argent, et l'argent c'est quand même important. Donc voilà, ça c'est autorisé. Mais pas le fait donc de placer des selfies dans les cadres à selfie qui sont dans le lobby du jeu. Ça pour le coup non. Ok, et en plus de ça, il y a aussi une autre règle, sauf que celle-ci, c'est juste du bonus. Hein. Elle n'est pas dans les règles à la base. Mais pour ce défi, pour mon défi à moi, je vais faire tous les jeux en difficulté cauchemar. C'est vraiment la décision la plus imprévisible et la plus difficile que j'ai dû faire, hein, surtout pour moi-même. Hein. Je veux dire, regardez cet extrait par exemple. Il date du 10 juillet 2024, ce qui est d'ailleurs très poétiquement jour pour jour, un an avant que je fasse le vrai premier essai sur les 6 jeux. Le prochain défi, c'est de faire en difficulté cauchemar. Je sais pas en réalité. Je sais pas, je pense que si je refais ce challenge, ça va sûrement être déjà faire les 6 jeux. Après, je sais pas si ça va être si dur que ça en plus. Et ouais, vous pouvez vraiment voir que je doute, hein. D'ailleurs, je vous le dis, dans ma tête, je ne pensais vraiment pas du tout sérieusement à cette proposition. Hein. J'ai toujours pensé que le faire en difficulté cauchemar, ce serait quasiment impossible, parce que le défi est tellement long et la difficulté cauchemar tellement punitive. Je veux dire, j'avais pris 28 essais à battre juste un jeu sans mourir en difficulté cauchemar avec mon Ultimate Nightmare sur Giants. Hein. Alors comment est-ce que je pourrais espérer réussir en quelques essais sur plusieurs jeux ? Et clairement, il y a encore un mois, j'avais toujours cet état d'esprit. Oh yeah, and then I guess I should also propose a rule set still for the people that want to do this on Nightmare and still have it fair. Because obviously, again, unless your name is Crystal maybe and you know how to do each game hitless, outside of that, I promise you Nightmare is never ever happening with this rule set. Vous voyez, hein, dans ma vidéo en anglais, j'avais même proposé des règles légèrement différentes pour le faire en difficulté cauchemar, parce que je pensais juste que ce serait trop dur. Mais, depuis en fait, il s'est surtout passé une chose. Enfin, en fait, il s'est passé un homme. Hein, il s'est passé un homme. Cet homme, c'est Smarky, hein, dont j'ai déjà parlé. C'est la première personne à avoir essayé mon Hardcore Nuzlocke. Et lui, il était totalement bloqué sur l'idée de faire le Nuzlocke avec ces mêmes règles, mais en difficulté cauchemar. Hein, sans faire les règles donc que j'avais fait pour la difficulté cauchemar. Et encore une fois, moi je doutais beaucoup sur cette attitude, hein. Surtout qu'en plus, Smarky, je le connaissais pas trop, hein. Surtout à l'époque, je le connaissais presque pas, mais je me doutais bien que ça avait l'air d'être quelqu'un d'assez... Il réfléchit pas trop, quoi, il réfléchit pas trop, hein. Je veux dire, encore une fois, il a littéralement commencé à faire Monarch Corners Block le jour où il a appris que ça existait, et il l'a fait en difficulté cauchemar avec une équipe improvisée, et sûrement sans se demander si c'était une bonne idée. Donc bon, voilà. Je veux dire, il avait l'air têtu en fait, hein, on peut le dire, c'est clairement le mot employé. Sauf que, têtu ou non, peu importe, il m'a fait beaucoup réfléchir sur ma remise en question de la difficulté cauchemar. Et c'est pourquoi, en refaisant les jeux en test pour le Nuzlocke, hein, on va reparler de ça plus tard, j'ai testé de les faire en difficulté cauchemar pour voir si c'était faisable. Et la réponse, vous l'attendez, c'est que oui, c'est faisable. J'ai eu pas mal de morts sur Giants, mais c'était souvent des erreurs d'inattention et des choses que je pouvais facilement corriger. Et pour les autres jeux où j'étais un peu plus focus, hein, je ne dévoilerai pas pourquoi j'étais moins concentré sur Giants, hein, ce sont des infos que j'emporterai dans ma tombe, et bien donc sur les autres jeux où j'étais un peu plus focus, j'ai juste eu quelques morts, hein. Voire sur Imaginators et même sur Trap Team, j'ai eu qu'une seule mort dans ma run test. Donc voilà, finalement, c'est dur, mais c'est faisable. Et donc, je n'avais pas d'excuses. Hein, clairement, je n'avais pas d'autre choix que d'admettre qu'il faudrait que je joue en difficulté cauchemar. Et donc voilà, finalement, on passe d'un défi que j'ai réussi avec 4 jeux en difficulté difficile, au même défi, ou du moins grossièrement le même défi, que je vais devoir maintenant réussir sur 6 jeux en difficulté cauchemar. Là, clairement, on monte pas d'une marche, on monte plutôt de 4 marches, hein. Le tout en un pas évidemment, ce qui, en plus de ne pas forcément être très agréable, peut nous risquer aussi une bonne chute et un séjour de 4 mois à l'hôpital. Après, ça peut toujours aussi payer. Ok, les règles sont faites, hein. Encore une fois, si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Après tout, c'est vrai que c'est allé très vite et que je ne suis pas forcément tant entré dans les détails que ça, hein. Et le rule set, hein, même si je n'ai pas tout présenté ici, comme j'avais déjà présenté le rule set avant, je rappelle et j'admets quand même qu'il est énorme, hein, le rule set entier. Donc vraiment, c'est normal si vous n'avez pas tout compris et ne soyez pas timide, hein, posez des questions. Ah là là. Sinon, maintenant, c'est l'heure de présenter ma stratégie, et je pense que pour vous présenter ma stratégie, on va faire ça jeu par jeu. Donc, faisons dans l'ordre. Déjà, Spyro's Adventure. Bon, pour Spyro's Adventure, hein, il y aura surtout un changement assez simple sur l'équipe, puisque donc, on va passer de 3 Skelenders pour ce jeu à un seul, et il faut donc choisir lequel.
Alors, qui ça va être entre Gilgrunt, Stalhelf et Camo? Ou est-ce que ça va même être un autre Skylender? Bon, en réalité, ça s'est très vite refermé sur Stalhelf, hein, parce que même si j'avais déjà dit que Stalhelf souffre beaucoup contre certains ennemis dans d'autres vidéos... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Attends que ta cible soit assez près de toi. En vrai, ça va, franchement, je veux dire, je doutais un peu pour les clones de Chaos, mais ils se font largement avec Stalhelf, hein. Sûrement parce qu'elle fait beaucoup trop mal et qu'elle peut distraire avec les épouvantails, donc voilà, finalement, c'est largement faisable. Et en vrai, Aspara's Adventure, ça fait même plus que largement, hein. Genre, sans déconner, c'est même presque plus facile maintenant, parce que je ne vais que jouer un ultra top tier pendant tout le truc, hein, donc forcément... Sans jouer d'ultra top tier, enfin avant quand je jouais pas d'ultra top tier, parfois c'était plus dur, mais maintenant donc comme je vais jouer que un ultra top tier pendant tout le truc, voilà, vous avez compris. Et c'est vrai que surtout maintenant que je fais les autres jeux en difficulté cauchemar, maintenant Aspara's Adventure devient de très loin le jeu le plus facile, hein, puisque, rappel, c'est le seul jeu qui n'a pas de difficulté cauchemar. Genre, la seule partie un peu dure, c'est le combat final contre Chaos, mais heureusement, Stalhelf est très forte contre ce boss. Oui d'ailleurs, hein, sachez d'ailleurs que, pour le contexte, hein, pour me préparer au Nuzlocke, j'ai donc refait tous les jeux dans les conditions du Nuzlocke, et vous allez d'ailleurs voir beaucoup d'extraits de ces sessions dans cette vidéo, hein, pour illustration. Et oui d'ailleurs, hein, sachez donc que aucune image de la vraie run dans cette vidéo n'est montrée, hein, vraiment j'ai vraiment fait attention à ce qu'il n'y ait aucune image de la vraie run, hein, du vrai essai que vous allez voir dans un mois. Enfin, bref. Donc vraiment, voilà, quand je vous dis qu'il n'y a aucun spoil, vraiment, je vous le promets. Et dans ma run test, j'ai vraiment battu le jeu plutôt facilement, en quelques heures, hein, et Chaos n'avait vraiment aucune chance, hein, avec la force de Stalhelf contre ce boss, et aussi parce que je l'ai fait tellement de fois, donc je ne vois pas pourquoi ça ne se repasserait pas comme ça dans la vraie run. Et sinon, j'ai donc choisi Stalhelf, non seulement parce qu'elle est très forte contre ce boss, spécifiquement ce qui me permet de passer le premier jeu assez sereinement, parce qu'elle est très forte tout court aussi, et aussi parce que, en fait, maintenant, on va faire Superchargers, et Stalhelf est l'un des meilleurs Skylanders du jeu pour Superchargers, hein. Elle a notamment l'une des aides les plus rares que tu peux avoir dans ce jeu, mais on reverra tout ça plus tard quand on va parler de Superchargers. Et je veux dire, hein, clairement, en termes des autres options, bon... Camo serait cool, hein, Camo serait vraiment cool, mais même si je l'aime vraiment beaucoup, il serait juste plus niche finalement et moins efficace, et juste... J'ai pas vraiment pensé finalement. Bon, il y aura aussi Drobot, encore une fois, hein. Drobot est vraiment très fort, mais déjà, je déteste quand même beaucoup ce Skylander, hein, donc c'était vraiment pas en sa faveur. Et surtout, en fait, le problème de Drobot, hein, c'est qu'il est fort, surtout dans les deux premiers jeux, hein, donc il serait beaucoup moins intéressant à mon avis, hein, puisque je préfère quand même plus une Stalhelf qui est forte, aussi hein, pour ce qui est donc à la toute fin de la run. Hein. Et puis en plus, Drobot n'a pas de régène, et ça évidemment, ça m'énerve toujours. Et puis il y aura aussi Sunburn, Whirlwind, hein, d'autres top tiers, mais j'ai vraiment jamais vraiment pensé à eux, hein, pour être honnête. Ok, maintenant Giants va être très intéressant, hein, contrairement à par exemple aux essais que j'avais pu faire avant où je sais que Giants était toujours assez court comme section, hein, parce que là, pour le coup c'est clair, Flashwing dégage de l'équipe. Hein. Je veux dire, hein, vous sentiez déjà peut-être dans d'autres vidéos que vraiment, ça faisait vraiment pas mal de temps que je n'étais vraiment pas très convaincu d'elle, hein, et juste pour cette run, ça ne va pas du tout le faire, hein, puisque je rappelle que sa gemme d'âme est à la toute fin du jeu, donc ça impliquerait que je devrais pouvoir faire tout le jeu avec Stalhelf. Or, hein, je ne peux pas, hein, c'est quasiment impossible, notamment à cause des duelistes archaïants, hein, vraiment c'est... J'ai dit que Stalhelf souffrait contre certains ennemis dans d'autres vidéos, pour ensuite contredire cette idée. Bon, en fait, c'est quand même un peu vrai, hein. C'est vrai que... Ah là là, je me contredis. Ah là là, en vrai, elle a toujours beaucoup trop de mal contre ses ennemis, hein. Surtout en difficulté cauchemar, évidemment, et surtout pour le chapitre 15. Hein, vraiment, le chapitre 15, j'ai pas testé, mais vraiment, je m'imagine le niveau dans la tête, et je vous le dis, c'est impossible, hein. C'est impossible avec Stalhelf, c'est vraiment quasiment impossible. Et c'est là qu'a commencé l'une des parties les plus longues de ma recherche pour le Nuzlocke, le Skylander de Giants. Hein, parce que vraiment, il y avait toute une période où je regardais le roster de Giants en détail en essayant de comprendre lequel de ces 16 personnages serait le meilleur pour la run. Hein. Surtout parce qu'en plus, le roster de Giants est vraiment très mauvais. Hein. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans le passé, hein, mais vraiment, il n'y a aucun top tier dans le roster, à part Flashwing et encore. Hein, sinon, il y a vraiment aucun Skylander qui est vraiment top tier dans le jeu, donc ça m'aidait pas du tout à faire mon choix. Je sais par exemple que j'aurais bien voulu Bouncer, hein, enfin... En vrai, la principale raison, c'était surtout parce que dans la vidéo, j'aurais pu faire comme ça un petit montage à la Smash Bros, hein, vous savez, avec le nouveau personnage qui apparaît en mode oh là là, le truc Smash Bros, hein, en mettant Death by Glamour évidemment, hein, parce que oh là là, c'est le thème de Mettaton, et Bouncer il ressemble à Mettaton et tout ça. Mais en vrai, Bouncer est juste pas si bon que ça, hein, surtout pour le chapitre 15 où il doit principalement carry, donc bon...
Et finalement, j'avais vraiment fini par hésiter entre deux personnages, hein, Shroomboom et Swarm. En gros, ces deux personnages peuvent plutôt largement faire le chapitre 15, hein, ce qui est évidemment la condition indispensable pour être candidat, et ils peuvent aussi faire le chapitre 14 d'ailleurs, hein, notamment avec leurs énormes portées, et ils ont aussi tous les deux un autre avantage intéressant. Il y a d'un côté Shroomboom, hein, qui a notamment une attaque le rendant invincible, ce qui est potentiellement très vital pour Tekonkro, hein. Je sais pas si vous vous souvenez qui est Tekonkro. Et ensuite il y a Swarm, qui lui est un géant, hein, donc il a 2 fois la vie d'un Skeletor basique, et ça m'intéressait surtout pour les phases de tourelle de Swap Force et les phases en véhicule de Superchargers, hein, qui sont deux parties très difficiles du Nuzlocke, parce que tout simplement, en ayant plus de vie, Swarm peut théoriquement prendre plus d'attaques, hein, plus de coups sur ces sections, et ainsi ce sera plus facile de les faire, hein, puisqu'évidemment, je rappelle que sur ces sections-là, ce qui est seulement important, c'est la stamina, hein, c'est pas forcément la barre de vie, mais voilà, c'est la capacité à résister longtemps, hein, donc que ce soit avec une barre de vie plus grande, que ce soit donc avec une capacité de soin, hein, comme Stealth Health, ou que ce soit en réduisant les dégâts, avec Rattleshank, hein. Ah là là, je spoil un petit peu, mais bon voilà, j'en avais déjà parlé. Et ça, donc, c'est une de ces choses-là. C'est une de ces choses-là qui est intéressante. Et j'hésitais vraiment beaucoup entre les deux, hein. D'un côté, Swarm me paraissait globalement le plus intéressant, mais de l'autre, Shroomboom me paraissait aussi intéressant, hein. En plus, il y avait aussi une force extérieure qui n'aurait vraiment pas aimé que j'utilise Swarm, hein, donc j'étais légèrement biaisé dans mon choix. Et en plus de ça, je rappelle que les deux Skylanders se tiennent très tôt, hein, avec Shroomboom qui est au tout premier chapitre, et Swarm au chapitre 4, hein, donc ça n'aidait pas du tout dans mon choix. Mais un jour, j'ai eu une révélation. Bon, en fait, pour être honnête, ce n'était pas ma révélation, puisque en effet, c'est une personne du Discord Ultimate Nightmare, encore une fois, hein, Camo1718, qui m'a parlé de Ninjini. Oui, parce que, hein, clairement, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que je suis le GOAT de Skylanders et que je connais tout sur le jeu, etc. et qui vont commenter de cette façon dans les commentaires. Eh bien, si vous voulez commenter ce genre de choses, hein, ce qui d'ailleurs n'est absolument pas une mauvaise chose, hein, c'est même très très gentil en réalité, rappelez-vous juste, hein, que quand vous écrivez ce genre de choses, hein, que pour cette run, il n'y a pas moins de 6 personnes qui m'ont vraiment beaucoup aidé. Et on va les nommer petit à petit, hein, donc ça en fait déjà une première. Mais alors, pourquoi est-ce que Ninjini est aussi fort, hein? En gros, elle a juste une amélioration qui change tout, c'est les combos. Et surtout un combo en particulier, les lames enchantées. Parce que, en fait, vous pouvez juste regarder par vous-même, hein, les lames enchantées sont considérées comme des cibles par les ennemis, et c'est trop fort, hein, ça fait que Ninjini se fait totalement oublier par les ennemis, et donc elle peut leur faire des dégâts sans problème. Je vous jure que Ninjini est vraiment un personnage très sous-coté, hein. Beaucoup la voient comme juste un peu forte max, quoi. Et je peux comprendre, hein, puisque en plus, cette amélioration, elle ne l'a même pas tout le temps, hein. Elle ne l'a que sur un chemin d'amélioration, et en plus, c'est le chemin qui paraît le moins intéressant de loin, et en plus, ses combos aussi, c'est ce qui paraît le moins intéressant dans ce chemin d'amélioration, hein. Je veux dire, je vous rappelle littéralement que les combos de Stealth Health, c'est littéralement une amélioration que je n'achète pas tellement c'est inutile, hein, sur Stealth Health. Mais cette petite attaque fait de Ninjini un véritable top tier caché, et elle peut donc faire le chapitre 14 et 15 très très largement en utilisant que cette attaque, enfin forcément que cette attaque, sauf ce petit moment, mais bon, ça c'est... Et ça fait donc sûrement la meilleure option pour couvrir Stealth Health sur Giants, hein, bien mieux que Swarm ou Shroomboom. Elle est juste très forte tout court, hein, et en plus, comme Swarm, elle profite également des bonus d'être un géant, hein, vraiment une agréable surprise pour cette run. La seule chose qu'elle a en moins, hein, c'est qu'elle s'obtient au chapitre 9, hein, donc dans la seconde moitié du jeu, hein, c'est quand même pas mal tard, et d'après ma run test, je ne pourrais vraiment que beaucoup l'utiliser vers la fin du jeu, hein, vers le chapitre 11-12 à peu près, mais... Attendez en fait, hein, attendez, parce qu'en fait c'est loin d'être terminé sur Ninjini, hein. Parce que en effet, quand Camo1718 me parlait de Ninjini, il ne parlait pas de n'importe quel Ninjini, il me parlait surtout de Ninjini sur Trap Team. Car en effet, sur Trap Team, elle est assez spéciale, on va dire, hein, et elle a beaucoup de techniques, et ça avait vraiment l'air très très fort, hein. C'est pourquoi, après lui avoir demandé gentiment sur Discord, il a accepté de faire un appel avec moi, appel que je n'ai pas pu filmer malheureusement, mais c'était un appel où il m'a montré tout ce qu'il savait sur Ninjini sur Trap Team, hein. Appel où est-ce qu'il m'a aussi montré plein de choses, hein. Ouais, vraiment, c'était vraiment un sacré appel, hein. J'ai vraiment découvert un autre monde ce jour-là, hein. Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui lavaient le jeu, hein, pour découvrir plein de techniques, donc sur plein de personnages, hein. C'était très très intéressant.
Genre, vraiment, je me suis rendu compte que Trap Team, hein, qui était déjà réputé comme la merde à bug de la série, était encore plus cassé que ça. Hein. Genre, je sais que c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais est-ce que vous savez que Trap Team, c'est littéralement un code spaghetti? Genre, la moitié des personnages du jeu ont accès à des techniques frame perfect non prévues vers le jeu, donc souvent en sautant et en attaquant juste après, ou inversement. Hein. Vraiment, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi à quel point il y a de personnages qui ont ça, quoi. D'ailleurs, sachez que même si techniquement, donc, toutes ces choses sont des bugs, et que normalement les bugs ne sont pas autorisés dans le challenge, la majorité de ces techniques seront autorisées, hein, juste parce que ces techniques sont super cool, hein, vraiment. En plus, techniquement, hein, pour quasiment toutes ces techniques, ce n'est pas vraiment quelque chose de nouveau, hein, c'est juste des attaques qui sont faites un peu plus rapidement, ou sans end lag, ou dans des conditions un petit peu différentes et un peu plus intéressantes, mais voilà, quoi. Mais après, clairement, il y a quand même des choses comme Blast Charge, par exemple, qui ne sont clairement pas à autoriser, hein. Il y a quand même des limites. Mais pour ce qui concerne Ninjini, je considère bien que tout est fair game. Bon, après, clairement, s'il y a aussi une chose qui est ressortie de cet appel, c'est que j'avais besoin d'une nouvelle manette. Oui, parce que, grossièrement, je vous rappelle que je joue sur Wii U et en utilisant le combo Wii Remote plus Nunchuck. Je me souviens que dans une autre vidéo, j'avais dit que ce combo sur Skylander, c'était l'équivalent d'utiliser une manette GameCube sur Smash Bros. Hein. Et vraiment, je maintiens cette idée, hein, parce que le jeu a littéralement été design pour favoriser ces manettes, en fait. Hein, avec notamment certaines attaques comme la charge de Chop Chop, qui ne sont faciles à faire que avec cette manette. Et en plus, je me suis vraiment très habitué à utiliser donc ce combo de manette depuis 2 ans. Mais en fait, la majorité des techniques qu'il m'a montrées, hein, comme je l'ai sous-entendu, sont frame perfect. Et elles sont infiniment plus faciles à faire quand les boutons sont rapprochés, hein, parce que, comme il me l'a dit lui-même, tu peux juste rouler ton pouce sur les boutons, ou même tu peux juste plus facilement coordonner tes doigts, hein, alors que donc sur l'autre manette, le problème c'est qu'évidemment tes doigts ne doivent pas faire le même mouvement, donc c'est vraiment dur de se coordonner pour appuyer sur 2 boutons quasiment en même temps. Et là en plus on parle que de 2 boutons, hein, mais des fois ça se fait avec 3 voire 4 boutons, hein, et là ça devient quasiment impossible. C'est pourquoi j'ai décidé que j'avais besoin d'une amélioration. Et tadam! Voici la manette Wii Pro Controller. Si vous ne la connaissez pas, c'est la grande sœur de la Wii U Pro Controller, hein, elle-même la grande sœur de la manette qu'on trouve sur Switch. Et d'ailleurs, oui, j'aurais pu totalement choisir la Wii U Pro Controller, hein, mais j'ai choisi sa grande sœur pour 2 raisons principales. Déjà parce qu'il n'y a pas de batterie, et je déteste les batteries, donc voilà. Ah là là. Et aussi, je n'ai pas la manette Wii U Pro Controller actuellement, mais je me souviens que j'en avais une à une époque, hein. Je sais pas où est-ce qu'elle est passée, mais bref. Mais en tout cas, je me souviens, hein, quand je l'avais eu dans les mains, que cette manette puait quand même bien la merde, hein. Elle était vraiment pas folle du tout, de mémoire en tout cas. Et donc voilà, c'est vrai que ça m'a aussi clairement donc poussé à prendre l'autre manette, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, avoir des notches sur les joysticks, hein, c'est toujours sympa. Et en plus, donc, de mémoire, hein, la manette Wii U Pro Controller était vraiment pas agréable à prendre en main, littéralement. Et les boutons étaient pas foufou, hein. Le seul gros souci de la manette Wii Pro Controller, hein, qui sinon est vraiment parfaite, hein, je vous le jure, c'est que les boutons sont quand même vraiment particulièrement loin, je trouve, hein, sur cette manette. Hein. Genre, comparant avec la manette Switch, là vous voyez bien, hein, je dois faire un pareil Berlin, alors que là je dois plutôt faire un pareil Tokyo. Hein. Et ça a aussi l'air d'être plus proche sur la manette Wii U. Hein. Donc c'est vrai que c'est vraiment un détail qui m'avait énervé d'avoir choisi la manette Wii Pro Controller pendant très longtemps, hein, et toujours un petit peu aujourd'hui. Parce que évidemment, j'ai vraiment quand même beaucoup besoin que les boutons soient proches pour pouvoir rouler mon pouce plus facilement. Mais en réalité, je pense pas que ce soit un si gros désavantage. Hein. Je pense vraiment pas que ce soit tant un problème que ça, quoi. En tout cas, après m'y être habitué, j'ai pu donc vraiment commencer à cook avec Ninjini. Et il est donc temps de vous présenter les 3 techniques principales de Ninjini, hein, celles que j'ai retenues de mon appel avec Camo. Il y en a plein d'autres, hein, mais ce serait surtout des variantes qu'on peut faire donc avec d'autres attaques. Et il y a aussi des choses qu'elle peut faire avec la bouteille, mais en globalité, je savais que c'était pas des choses que j'allais vraiment utiliser, hein, donc j'en ai juste retenu 3. Bon, déjà, il y en a une qu'on remarque assez vite, hein, c'est celle-là. Et d'ailleurs, comme il est très sympa, Camo1718, il a aussi donné des noms à toutes ces techniques, hein, donc celle-ci s'appelle le Sphere Slide. Et pour l'input, il faut juste sauter et tout juste après appuyer sur le bouton d'attaque tertiaire. Grâce à cette technique, Ninjini a donc accès à une véritable technique de mouvement, hein, contrairement à normalement, hein, elle peut donc se déplacer voilà, beaucoup plus vite, ce qui est donc très sympa. Et cette technique, hein, c'est surtout donc quelque chose que je vais utiliser pour me déplacer entre les combats et même parfois dans les combats, puisque même si c'est un peu dur à input de manière totalement consistante, c'est bien sa façon d'aller le plus vite. Ça va quand même plutôt vite, évidemment. Ensuite, il y a ce qu'il appelle les Instant Sword Explosions, hein, parce que en gros, Ninjini a accès à une attaque chargée qui est assez lente de base, hein, surtout avant Trap Team, mais maintenant, comme pour l'autre technique, en faisant l'attaque juste après avoir sauté, hein, quelques frames après, encore une fois, elle va donc le faire de manière presque instantanée, et on peut même en enchaîner plusieurs à la suite, hein, ce qui, encore une fois, n'est
vraiment pas trop facile à faire, hein, surtout sans être statique. Mais c'est, je crois, sa façon de faire le plus mal en théorie. Et en théorie, ça peut vraiment détruire la barre de vie de certains boss si on le fait bien. Et enfin, il y a la technique principale, les Fast Enchanted Blade Setup. Et en gros, c'est très similaire à comment on fait les Instant Sword Explosions, sauf qu'ici, il faut le faire pour tout le combo des épées enchantées. En gros, il faut sauter, quelques frames après appuyer sur le bouton d'attaque primaire, et alors Ninjini va donc faire son attaque primaire en glissant sur le sol, et ensuite on réappuie sur le bouton d'attaque primaire pour continuer le combo, puis on appuie sur le bouton d'attaque tertiaire pour le terminer. Cette technique, c'est de très loin la plus dure à faire, hein, ce qui, j'imagine, est juste, hein, puisque c'est aussi sa meilleure technique, lui permettant donc d'envoyer ses épées enchantées, hein, son attaque OP, je rappelle, environ 2 fois plus rapidement, hein, en plus de donner un peu plus de mobilité. En théorie du moins, hein, parce que donc c'est vraiment très dur à faire à répétition, hein. Il y a vraiment tellement d'endroits où ça peut foirer, hein, et c'est surtout assez dur d'en faire assez pour que ce soit plus rentable que de juste le faire normalement. Hein. Notamment, Ninjini peut sauter au lieu de glisser sur le sol, hein. C'est le cas si on n'a pas fait la première partie assez vite, et alors on va être un peu plus lent que normalement, mais le pire ça reste surtout quand on rate la deuxième partie, hein, notamment là pour le coup en appuyant un peu trop rapidement sur les boutons, et alors là Ninjini ne va juste pas terminer son combo. Hein. Et c'est vrai que c'est vraiment très frustrant à chaque fois que ça le fait, hein, puisque évidemment on a juste perdu notre temps, et là pour le coup c'est vraiment ça paye beaucoup plus, hein, que de rater la première partie. Et on peut aussi, sans faire exprès, lancer quasiment n'importe quelle attaque au lieu de juste, au lieu de lancer les épées enchantées. Ça arrive aussi souvent quand même. Et c'est vrai que des fois, legit, hein, je n'arrive même pas à envoyer des épées enchantées tellement je galère avec les techniques, hein. Mais quand même, hein, surtout à force de le faire, dans genre 99% du temps, ça reste une technique qui marche, qui est très cool à faire, je crois plutôt cool à voir, et qui a surtout un vrai bénéfice, quoi. Et d'ailleurs, ça fait de Ninjini un vrai monstre sur Trap Team, hein, genre je sais que Kamo considère même que c'est genre dans le top 3 des meilleurs personnages du jeu, bon, peut-être pas non plus exagéré, mais ouais, ça reste quand même vraiment très fort, hein. Legit, je vais l'utiliser pour la majorité du jeu pour faire les fights, hein, parce qu'elle est vraiment juste trop puissante, et en plus, elle a plus de vie qu'un corps, hein, donc je me sens vraiment pas trop à risque de mourir. Et donc ouais, forte sur la fin de Giants, très forte pour tout Trap Team, potentiellement très forte aussi sur les phases dures de Soft Force et de Superchargers. D'ailleurs dans les autres jeux elle est aussi moins forte, hein, pour info, hein, notamment dans certains jeux où les ennemis ne sont plus trop distraits par les épées, donc je ne l'utiliserai grossièrement pas dans les combats de ces jeux-là. Mais quand même, hein, pour son potentiel, Ninjini a paru de très loin pour moi le meilleur choix de Giants. Bon, sinon, il faut aussi parler de Giants en lui-même, hein, parce que en effet, vous allez voir que pour certains jeux, hein, entre le changement de difficulté et le changement d'équipe, hein, c'est pas qu'il y a plus de sections difficiles, quoique, bah, si en réalité, mais disons que les gros problèmes sont différents, quoi. Genre ici par exemple sur Giants, il y a vraiment des sections qui sont juste devenues super dures, hein, sûrement en lien avec le fait que c'est un jeu où les ennemis peuvent te one-shot, hein, en difficulté cauchemar, et donc en difficulté cauchemar c'est possible, voilà, que les ennemis te one-shot vu qu'ils font beaucoup trop mal, comme la forêt géante par exemple. Bon, en vrai après, si ce boss m'a un peu marqué, hein, c'est surtout parce que je suis mort contre ce boss dans ma run test et donc j'ai dû m'y préparer pour le Nuzlocke, mais quand même, hein, j'ai dû m'y préparer, alors qu'avant j'avais pas du tout eu besoin de me préparer pour le Nuzlocke d'avant. Et il y a surtout aussi le chapitre qui suit qui pose problème, hein, le chapitre 12, la montagne des Molekines, qui est un énorme pic de difficulté dans le jeu, et qui, en difficulté cauchemar, est vraiment très stressant, hein, genre, notamment il y a cette partie au milieu du niveau, je vous mens pas si je vous dis que je n'ai aucune strat, hein. Enfin si, j'en ai une, mais ça consiste juste à spam les épées enchantées avec Ninjini en espérant que ça distrait les ennemis et que je puisse survivre. Mais en vrai, je vous mens pas non plus en disant que j'ai sûrement une chance sur 4 ou 5 de perdre Ninjini là-dessus, et c'est pas mal quand même, hein, c'est pas mal quand cet événement se traduirait sûrement par une mort de la run. Et puis il y a aussi le combat final du chapitre, hein, le combat d'arène, mais en vrai il n'est pas non plus si pire que ça, hein, mais il va quand même être assez stressant, hein, même si logiquement ça devrait juste se consister en un énorme moment de focus, hein, qui devrait passer, on l'espère. Et ouais, vraiment, je crois que Giants va être le jeu où j'ai le plus de chances d'échouer, ce qui en fait donc le plus dur, hein, tout simplement, parce que ouais, il y a vraiment tellement de passages où je peux mourir en un instant grossièrement, combiné au fait qu'à ce moment-là, je n'aurai toujours que 2 Skylanders, et en plus aucun des deux ne roule franchement sur le jeu, hein, j'ai vraiment aucun giga top tier à ce moment-là. Bon, après c'est surtout parce que j'ai pas raté le chèque, mais ça on va en parler après. Donc bon, heureusement clairement que ce n'est aussi que le deuxième jeu dans l'ordre du Nuzlocke, hein.
Ah, et puis il y a aussi Robochaos, hein, l'un des boss les moins consistants du défi. Hein. J'ai dû beaucoup me préparer contre lui, mais en gros, heureusement, Stalhelf et Ningini sont quand même plutôt forts pour ce boss. Hein. Entre Ningini qui peut distraire les ennemis et grossièrement éliminer tous les éléments du fight, et Stalhelf qui fait juste très mal au boss, hein, notamment sur la dernière phase. Notamment sur la dernière phase, en gros, en attaquant Robochaos assez vite, je peux juste lui faire... je peux tout juste lui faire assez de dégâts pour grossièrement skipper une phase entière et donc faire qu'il n'envoie pas des ennemis... Et à ce moment-là, en gros, ça va faire que le combat est plié, puisque enfin, voilà, il lui reste plus beaucoup de vie, et il y aura juste la tourelle, mais il faut juste esquiver genre une attaque de la tourelle et c'est terminé. Mais le truc après, c'est que faire assez de dégâts, ça reste quand même assez serré, hein. Donc c'est pour ça que vous me verrez porter le béret à ce moment-là sur le fight, hein. Tout simplement parce que c'est le chapeau avec le plus de coups critiques que je peux trouver, hein. Ce qui me permet donc de faire le plus mal possible au boss, et d'être donc le plus sûr possible, hein, donc que ça skip le moment où est-ce qu'il envoie des ennemis. Sinon, en gros, les deux Skylanders peuvent potentiellement faire le boss en solo, mais évidemment, le plus fort, ça va rester de switcher entre les deux, avec Ningini qui fait les grosses parties du boss fight, et Stalhelf qui fait le tout début, la tourelle et la toute fin. Et comme ça, en vrai, le fight est faisable, hein, puisque donc, même avec juste Ningini ou Stalhelf, elle peut aussi distraire les ennemis, même si c'est moins fort, mais bon, donc ça reste faisable. Et Ningini peut aussi faire les phases de Stalhelf, mais c'est juste plus long et légèrement moins safe. Et avec les deux, évidemment, en théorie, le boss se fait très largement. Mais après, Robochaos reste un fight stressant, hein, même si je ne suis pas mort sur lui depuis longtemps. En théorie, quand même, je fais une erreur d'inattention où je me bloque, et les ennemis peuvent me tuer, hein. Il ne suffit que de 2 attaques pour mourir sur ce fight, après tout, ça peut aller très vite. Bon ok, maintenant passons sur Swap Force, hein. Là pour le coup ça va être beaucoup plus court, hein, puisque grossièrement rien ne change sur Swap Force. Déjà, le Skylander de Swap Force, c'est toujours Rattle Shake, et non plus Rattle Loop d'ailleurs, hein, vous allez voir pourquoi après. Et sinon, oui, je garde Rattle Shake parce que, Rattle Shake, en fait, c'est vraiment le GOAT de la team, hein, vraiment, il est tellement fort, c'est n'importe quoi, surtout en difficulté cauchemar, hein. C'est le seul qui peut vraiment prendre des attaques et en avoir rien à foutre, hein, donc c'est de très très loin mon option la plus safe pour genre quasiment tout, en fait. Genre, je ne l'ai pas montré pour l'instant, mais en gros, Rattle Shake, avec ses 2 parties, grâce à l'amélioration de sa gemme d'âme, il ne prend donc que un quart de ses dégâts, hein, pour la première attaque qu'il prend. Et c'est minuscule, évidemment, et en gros, en résolvant l'équation, ça veut dire que c'est équivalent à dire que Rattle Shake a sa barre de vie multipliée par 4 si tous les dégâts qu'il prend sont avec sa seconde peau. Mais bon, juste re-regardez la vidéo précédente, hein, de la préparation du Nuzlocke si vous ne comprenez rien à ce que je dis, hein, j'avais oublié de le dire, mais c'est important quand même. Et pour Swap Force, donc par exemple, dès qu'il sera complètement amélioré, littéralement tout Swap Force va pouvoir se faire avec lui. Et pour Swap Force, il n'y a aussi pas de changement parce que les parties difficiles du jeu restent les mêmes, hein, c'est-à-dire la phase en radeau de Haut-Saumâtre, les phases de tourelle finale, hein, des tunnels tordus et des îles osseuses, les phases de tourelle de la forêt fantasmagorique, le dernier niveau qui demande un peu plus de focus que d'autres, hein, surtout pour le tout dernier combat, et enfin les 2 derniers boss, hein, qui ne sont également pas simples du tout, évidemment, hein, surtout la mer de chaos qui m'a déjà causé quelques morts dans d'autres Nuzlocke. Et sinon, tout le mid-game et late-game va donc pouvoir se faire avec Rattle Shake, notamment parce que c'est une éponge à dégâts évidemment, mais aussi grâce à son tir chargé, hein, qui est très sympa parce que littéralement déjà c'est l'attaque avec la plus grosse portée de toutes les attaques que je peux faire, et aussi c'est une attaque qui passe à travers les murs, hein, donc vraiment c'est vraiment très très fort, et je peux potentiellement cheese énormément de combats comme ça, hein, en tirant juste depuis un safe spot. Les ennemis peuvent pas me toucher et c'est super frais quoi. Et ouais, vraiment c'est ça qu'il faut avec Rattle Shake en fait, hein. Des fois on a vraiment l'impression qu'il peut tout faire en fait. Et d'ailleurs oui il peut tout faire, hein. Vraiment je vois rien où il n'est pas bon et où il ne peut pas largement réussir, hein. Genre techniquement je pourrais vraiment faire tout le Nuzlocke juste avec lui presque, hein. Et en plus c'est quasiment le seul membre de l'équipe où je me dis franchement, s'il n'existait pas, le Nuzlocke serait grossièrement impossible. Genre vraiment, hein, notamment pour ce qu'il veut faire sur Trap Team, hein, vous allez voir juste après, vraiment, quand je dis que c'est le GOAT de la team, je maintiens, hein, vraiment je maintiens très fort. Bon, Trap Team maintenant. Bon, déjà, comme pour Swap Force, je maintiens Creep King. Ça avait beaucoup plus de chances de changer, hein, notamment parce que Creep King n'est pas non plus si fort que ça, et aussi parce que maintenant il y a Wallop, hein, je rappelle que Trap Team, c'est un des jeux qui débloque de nouvelles options avec les règles qui sont beaucoup plus généreuses sur le fait d'obtenir des gemmes d'âme, et donc parmi ces options, il y a notamment Wallop. Wallop, je l'avais même déjà dit dans une vidéo précédente, ça aurait été totalement mon choix si j'avais pu l'avoir dans l'ancien Nuzlocke. Et même si aujourd'hui ça aurait toujours été un peu vrai, pour ce Nuzlocke avec les 6 jeux, il y a plein de raisons de pourquoi Creep King est juste meilleur à mon avis. Notamment dans l'équipe, déjà, on a perdu beaucoup de Skylanders qui peuvent se régénérer, hein. Donc ne laisser que Stalhelf, ça me paraît beaucoup quand même, hein, comme dégâts. Hein, parce que vous allez voir que les Skylanders de Superchargers et Imaginators ne peuvent pas se régénérer non plus.
De plus, Wallop n'est pas très fort contre Traptanium Chaos, hein. Et même si je sais que je peux sûrement le passer avec du skill, je pense que ce serait quand même mieux de miser sur Crypt King, hein, pour avoir au moins une excellente option contre ce boss, hein. De plus, Crypt King est vraiment très fort sur Imaginators aussi, hein. Vous allez voir après pourquoi. Donc même si Wallop va potentiellement beaucoup aider sur Trap Team et peut-être même sur Imaginators, en théorie je crois que le fait que Crypt King fait presque tout Imaginators à lui tout seul compense. En plus, j'ai Stealth Health qui fait déjà un petit peu ce que peut faire Wallop. Bon, après c'est drôle parce que c'est aussi elle qui peut régénérer comme Crypt King, mais bon bref. Mais en globalité, voilà, comme j'ai trouvé que Crypt King se couplait mieux à l'équipe, je l'ai gardé, même si ça veut aussi dire qu'il ne servira presque à rien jusqu'à la toute fin de Trap Team. Sinon, pour Trap Team, comment va se passer le jeu? Eh bien, c'est vrai que vous le savez sûrement, hein, Trap Team possède de très loin les boss les plus difficiles du challenge, hein, vraiment ça demande beaucoup de skill. D'ailleurs, évidemment, c'est réputé comme étant le jeu le plus difficile, et c'est vrai que en termes d'exécution, c'est sûrement le jeu le plus difficile, hein. Il y a beaucoup de bullet hell durs à esquiver. Mais après, ce n'est pas trop grave, puisque j'ai aussi une réponse pour chaque boss avec un membre de mon équipe, hein. En effet, pour le Jean-Pimage, déjà, Rattleshake est très fort contre Jean-Pimage. Contre le chef Pepperjack, Rattleshake. Contre Crankcase, Rattleshake. Contre Wolfgang, Rattleshake. Vous voyez le pattern? Oui, donc voilà, hein, c'est pour ça que Rattleshake est très important pour Trap Team, hein. Et d'ailleurs, la raison de pourquoi Rattleshake est aussi fort contre les boss de Trap Team, hein, je l'avais déjà donné. En effet, sa tourelle peut ralentir les boss et rendre le bullet hell beaucoup plus simple à éviter, hein. Notamment contre le chef Pepperjack, ou du moins c'est un boss que je n'avais jamais mentionné avant, hein, parce qu'en réalité je m'étais jamais rendu compte que ça marchait. Mais en gros, son spam de piment est à la base très dur à éviter, hein. En difficulté cauchemar, il est à la base très dur à éviter. Si on se place mal, on peut vraiment très vite se retrouver bloqué et ça peut très vite nous faire prendre la blinde de dégâts et perdre plein de Skylander, etc. Et c'était même d'ailleurs l'un des boss qui me faisait le plus peur, hein, parce que à ce moment-là, je pensais donc ne pas avoir du tout de réponse contre lui. Mais non, hein, Rattleshake, il peut le faire, hein, comme il peut le faire lancer moins de piments avec la tourelle, donc en le ralentissant. Et comme les piments, ils disparaissent aussi vite, et bah du coup, ça fait que... Voilà, il savait qu'il y a moins de piments sur le terrain, vous voyez, et donc le boss il devient beaucoup plus gérable évidemment. Et c'est aussi la même chose contre Crankcase et Wolfgang, hein, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, et j'avais aussi déjà un peu parlé de Champimage, hein, même si pour le coup pour lui c'est un peu différent, puisque en effet c'est la tourelle qui carry, mais juste parce que c'est des dégâts safe, hein, ce qui fait que voilà... En gros, l'idée c'est donc que voilà, je peux placer la tourelle, esquiver bullet hell en même temps, hein, comme la tourelle elle aimbot et fait des dégâts au Champimage. Chose qui sinon donc est très dur à faire, hein, sur le Champimage, vu que son bullet hell est vraiment très énervé. Et donc ça fait que le boss devient beaucoup plus gérable, donc avec ses dégâts safe. Bon ok, maintenant il faut parler de Taekwondo. Si vous vous souvenez, Taekwondo c'était le Nemesis du Nuzlocke précédent, hein. Il a terminé 3 runs et c'était finalement la raison principale de pourquoi j'ai mis autant de temps à terminer le challenge originel. Mais maintenant, je n'ai plus peur. Pourquoi? Bah parce qu'entre temps, il s'est passé beaucoup de choses, hein. Mais pour faire court, Soprano, hein, l'un des meilleurs joueurs du jeu, a totalement craqué Taekwondo. Il a réussi à percer le mystère pour moi et maintenant je sais exactement comment il fonctionne, enfin grossièrement, et j'ai donc fini par comprendre donc comment le battre à chaque fois. Je vais d'ailleurs passer toute la phase de recherche, hein, qui s'est faite pour parfaitement comprendre le boss, hein, parce qu'en réalité tout ça a été très loin de se faire en une fois, hein. Vraiment, je vous jure que j'ai vraiment genre des trentaines, parce que j'ai gardé tous les screenshots, j'ai vraiment des trentaines de screenshots de conversations et que j'ai pu avoir avec Soprano ou même avec d'autres membres du Discord pour essayer de comprendre Taekwondo. Je vous jure que ça a vraiment été très long, il y a vraiment eu plein de conversations, c'était n'importe quoi. Et à chaque fois on comprenait rien, parce que encore une fois, comprendre ce boss c'est vraiment toute la difficulté. Mais en gros, il a fini par comprendre comment et même pourquoi le one-shot arrive, ce qui... évidemment, était le gros problème du boss. C'est très simple en fait, hein. Vous voyez ce projectile qui va en ligne droite? Eh bien en fait, depuis le début, c'était à chaque fois que ce petit projectile tombait dans le vide que le one-shot arrivait. Et je vous avoue que quand j'ai appris ça, ça a vraiment bouleversé tout mon monde, hein. Parce que vraiment, je croyais depuis presque toujours que le one-shot était toujours présent, hein, il était toujours actif, et qu'il fallait juste l'esquiver. Mais non, en fait, la raison de pourquoi je ne me fais pas tout le temps toucher par le one-shot, hein, c'est parce que parfois, il n'est pas là. Mais par contre, quand il arrive, il est littéralement garanti de me toucher, hein. C'est vraiment littéralement inesquivable, à moins d'être invincible, hein. Puisque en gros, il va directement me toucher frame 1 dès qu'il est actif, et peu importe où je suis.
Et ça, c'est sûr à 100% d'ailleurs, hein, puisque en gros, la raison de pourquoi Soprano a réussi à trouver donc, à comprendre donc comment ça fonctionne comme ça, c'est parce que ce n'est pas la seule interaction qui crée quelque chose comme ça. En effet, c'est très similaire à notamment un bug de Luminous qui tue absolument tout sur l'écran en faisant aussi une attaque dans le vide, hein. Donc il semble que ce soit le même bug pour Teikankro, et d'ailleurs par coïncidence, c'est aussi un bug qui n'arrive que sur Wii U, hein, comme Teikankro. Oui, parce que hein, c'est vrai que c'est littéralement quelque chose que j'ai genre pas vraiment dit depuis littéralement toutes les vidéos que j'ai faites hein, depuis que je l'ai su, mais effectivement, le cauchemar qu'était Kankro dont je vous parle donc depuis le tout début, en fait il n'est que comme ça sur Wii U, hein. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez sûrement jamais eu ce bug en jouant au jeu. Et donc, il semble que Teikankro crée également une hitbox qui touche absolument tout partout et qui est donc garantie de toucher le joueur. Mais alors sinon, comment est-ce qu'on fait pour éviter que le projectile fasse ça? Eh bien, en fait, c'est juste très simple, hein. Comme il faut donc éviter qu'il touche le bord de l'arène, et comme Teikankro va se téléporter sur nous à chaque fois qu'on le touche, eh bien on va juste veiller à le toucher en étant à chaque fois au milieu de l'arène. Et voilà, piouf, problème résolu, hein. C'est donc comme ça que Teikankro passe du boss le plus dur du Nuzlocke de très loin à un problème tertiaire de chez tertiaire. Parce que même si en réalité je crois quand même qu'il y a une petite chance que le one shot arrive quand même et que voilà je perde un Scalener sur lui, en réalité les probabilités sont legit moins hautes que sur plein d'autres sections du jeu. Donc clairement oui c'est toujours un problème vous voyez, mais comparé au reste c'est pas un problème énorme quoi. D'ailleurs, pour optimiser au maximum, je vais utiliser Stealth Health, hein, parce qu'elle peut se régène, et dans ce fight, en se mettant sur le bord du terrain, sur la barrière, Teikankro ne peut pas te toucher. Donc voilà, ça te permet donc de te régène autant que tu veux. Et d'ailleurs, merci à Crystal Azulé de m'avoir donné l'idée, hein, ça fait encore un merci dans cette vidéo. Et donc, ce qui est sympa avec Stealth Health, c'est que même si je n'arrive pas à esquiver les autres attaques de Teikankro, ce qui n'est pas impossible hein, quand même, vu que je me concentre surtout donc sur le fait d'être bien sur le milieu du terrain pour être safe, eh bien donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave parce que bah de toute façon je peux me régénérer autant que je veux grossièrement. En plus Stealth Health fait aussi très mal et peut donc le tuer assez vite ce qui est assez sympa. En plus Stealth Health est aussi rapide ce qui est assez clé dans ce fight. Et en plus elle peut aussi le sortir de certaines situations où il reste bloqué sur les bords du terrain sans le toucher avec son épouvantail, ce qui est aussi très important hein, parce que si on l'attaquait ce serait très dangereux vous voyez hein, puisque donc bah, il va se téléporter proche du bord du terrain donc voilà c'est dangereux. Donc ouais, un Stealth Health c'est vraiment le Scalener parfait pour ce combat finalement, hein, ce qui est assez sympa. Et d'ailleurs, vous noterez aussi, plus besoin de réponses bizarres et très spécifiques comme avant, en utilisant des Scaleners avec de l'invincibilité comme Camo ou Rattle Loop, hein, ce qui évidemment est très sympa aussi. Bon, ensuite, passons au boss suivant, la Golden Queen. Et là, pour le coup, c'est très intéressant, puisque la Golden Queen va passer d'un boss qui ne me faisait vraiment genre pas du tout peur avant dans l'autre challenge, au boss sûrement le plus dur de Trap Team pour ce challenge. En effet, non seulement le boss est donc plus dur en difficulté cauchemar, évidemment, hein. Je veux dire, je rappelle que c'est un jeu où les attaques sont même plus dures à esquiver en difficulté cauchemar, mais en plus, je perds aussi un Escalaner qui était très fort contre ce boss, hein, avec donc Camo maintenant que je peux plus utiliser. Donc bon, voilà, c'est... Cependant, le boss reste toujours largement faisable. Loin d'être facile, mais faisable, hein, clairement. Toute la première partie va se faire avec Rattleshake, encore une fois. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le chemin pour la passer consiste surtout à bourriner quand il faut et esquiver quand il faut. Hein, parce que certaines parties sont plus simples en bourrinant, d'autres non. Et il y a aussi certaines parties où ça sert à rien d'attaquer littéralement parce qu'elle est invincible. Hein. Je me souviens aussi que sur la partie avec les 4 tourelles, c'est intéressant en fait parce que à la base j'ai toujours cru qu'il fallait optimiser les dégâts sur toutes les tourelles en même temps hein, pour pouvoir les détruire tout en même temps parce que je croyais que c'était plus dur à esquiver au fur et à mesure qu'il y avait moins de tourelles. Sauf que non en fait, hein, c'est l'inverse. Après ma logique était fondée hein, puisque en effet les tourelles se mettent effectivement à tirer de plus en plus au fur et à mesure donc il y a moins de tourelles. Et d'ailleurs je dirais même que c'est plus simple techniquement d'éviter les attaques avec 2 tourelles, enfin quand il y a 2 tourelles plutôt que quand il y a une seule tourelle, mais en globalité, c'est quand même plus simple d'éviter une quarantaine de projectiles quand elles arrivent du même endroit que d'esquiver genre 5 projectiles qui viennent de 4 endroits différents, vous voyez l'idée? Voilà, même si les tourelles tirent moins, comme ça vient d'endroits différents, c'est plus dur à esquiver, bref. Donc voilà, hein, my bad. De toute façon, encore une fois, c'est de très loin le boss qui a demandé le plus de trial and error. Mais après, c'est la partie où elle devient grande hein, qui m'a posé le plus de problèmes, et encore plus précisément le moment des 6 tourelles. Parce qu'en gros, cette partie, c'est un véritable spam de projectiles, et je n'arrivais vraiment pas à faire suffisamment mal pour détruire les tourelles avant de mourir.
D'ailleurs, hein, pour info, notamment pour calmer les gens du Discord Ultimate Nightmare s'ils voient cette vidéo, oui, je sais qu'il y a un safe spot, hein, mais après il est trop cheaté pour moi, hein, ça compte comme un... Je dirais que ça compterait comme un bug, hein. Oui, je sais que cette règle est vraiment très très illogique hein, sur ce qui compte comme un bug ou non, mais là pour le coup c'est vraiment trop fort et c'est vraiment trop... tu vois, ça fait trop pas prévu par les développeurs le fait que tu puisses littéralement esquiver toutes les attaques. Donc voilà, je vais juste éviter d'utiliser le safe spot pour le boss fight. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, hein, puisque donc, pour passer ce passage, j'ai testé tous les Skylanders dans mon équipe, hein, Crypt King, Rattleshake, Stealth, aucun ne marchait, et c'est seulement là que je me suis rappelé que j'avais Ninjini, et là, effectivement, pour le coup, ça passe, hein. Les tourelles se retrouvent bloquées sur les épées et prennent super cher, et si je le fais bien, elles peuvent tomber super rapidement. Ouf, hein, clairement. Oui, hein, d'ailleurs, ça veut donc dire que les inputs super compliqués avec Ninjini vont donc être utilisés sur une partie qui est déjà super dure, mais franchement, surtout d'après ma run test où j'ai eu 0 mort ici, je pense que ça devrait passer. Bon, et puis enfin, il y aurait aussi Traptanium Chaos, hein, mais franchement, vous savez déjà comment ça va se passer, hein, Crypt King. Et c'est vrai que d'ailleurs, je me suis vraiment jamais arrêté sur comment Crypt King est si fort contre ce boss, hein, parce que vraiment, sérieusement, en gros, il peut se soigner tellement vite dans ce boss fight, et Chaos est tellement lent que littéralement, hein, comme j'avais déjà pu le dire dans une vidéo, même en difficulté cauchemar, hein, il n'aura le temps de faire que quelques attaques avant que tu puisses te régénérer full vie, donc c'est vraiment trop fort, évidemment. Hein. Le seul souci, c'est que j'ai vraiment eu comme problème sur ce fight, hein, c'est que j'ai eu pendant un temps un petit problème avec les requins, hein, parce qu'ils font beaucoup trop mal et j'avais un petit peu de mal à les esquiver. Mais depuis, évidemment, j'ai quand même fini par comprendre comment les esquiver, hein, je suis pas non plus si mauvais que ça au jeu. Donc voilà, maintenant il y a vraiment plus de problème sur ce boss fight, et voilà, avec Crypt King, je peux vraiment... encore une fois, si je prends pas trop d'attaques d'un coup, ce qui vraiment, si c'est le cas, c'est vraiment juste un énorme skill issue, je devrais pas mourir et je devrais passer le boss fight, quoi. Ok, c'est des Trap Team, maintenant il y a Superchargers. Alors bon, Superchargers c'est vraiment très compliqué. Déjà, évidemment, c'est le premier des 2 jeux que je n'ai encore jamais fait en Nuzlocke, hein. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment un problème, hein, notamment parce que j'ai quand même fait beaucoup d'Ultimate Nightmare sur ces jeux, et encore une fois, je les ai aussi fait en run test, hein, donc je sais déjà grossièrement ce qui est dur de toute façon. Et d'ailleurs, vous allez voir que Imaginators va aller très vite dessus, et en réalité, même ce jeu va aller très vite dessus. Enfin, pas vraiment en fait, parce que Superchargers, déjà, c'est vraiment un jeu très spécial, puisque en effet, autant donc tous les autres jeux vont se faire en difficulté cauchemar entièrement, comme j'ai pu le dire, autant celui-ci va se faire en partie en difficulté difficile. Car en effet, sans utiliser le Shield Striker ou le Shark Tank, il y a 2-3 choses qui vont vraiment devenir super chiants à gérer, voire grossièrement impossibles et super unfair du moins je trouve, hein, notamment ces ennemis qu'on appelle apparemment les Chop Hoppers. Ces ennemis sont vraiment infamous pour faire beaucoup trop mal en difficulté cauchemar, hein, et sans Shield Striker ou Shark Tank, c'est presque impossible de s'en débarrasser facilement, hein, parce que si tu leur fonces dessus, ils te tuent, si tu leur tires à distance, souvent ils vont te tuer aussi, et pour être honnête, je voulais juste pas m'embêter avec ces ennemis, genre... En vrai, il faut vraiment se dire qu'en gros, à chaque jeu, à la base, je ne faisais juste que tester, donc si la difficulté cauchemar était faisable, et ces ennemis, ce fut ma limite, hein, clairement, ce fut ma limite. Donc oui, on peut le dire, hein, ce n'est pas un oiseau surpuissant qui peut utiliser des bugs du jeu qui m'a fait abandonner, mais des putains de champis. Donc voilà, en gros, hein, ça fait que pour les parties en véhicule des 2 niveaux qui contiennent ces ennemis, je vais donc les faire en difficulté difficile, hein, ce qui, heureusement, est un changement très facile à faire sur Superchargers. Et avec ça... il y a aussi les ténèbres, il y a aussi quand même les ténèbres, hein, le tout dernier boss du jeu, qu'il faut ajouter dans la liste. Hein. Car en effet, ne vous méfiez pas de son apparence d'un mini-jeu d'Ultra Soleil Ultra Lune. Ce boss, si je le faisais en difficulté cauchemar, ce serait de très loin le boss le plus dur du Nuzlocke, et j'aurais genre moins d'une chance sur 5 de m'en sortir sans perdre de Skylanders. C'est vraiment ultra frustrant d'ailleurs, hein, je voulais vraiment tellement le faire en difficulté cauchemar, mais... je ne peux pas, hein. Je ne peux pas. Sans Shield Striker Shark Tank, le boss est juste trop dur, trop aléatoire, ça va trop vite. Et en plus, c'est aussi un des rares boss où même s'il lui reste que 1 PV, le combat est loin d'être terminé, hein, puisque tu dois quand même passer dans plein d'anneaux. Enfin, parce qu'en gros, il faut passer à travers plein d'anneaux de faille donc, pour lui faire des dégâts. Et évidemment, c'est loin d'être facile. Donc en fait vraiment au niveau du mental c'est de très loin le pire boss de toute la saga, et je ne suis vraiment pas bon avec ça by the way, hein. Donc vraiment vraiment quand je vous dis que j'ai quasiment aucune chance de faire ce boss fight si je le faisais en difficulté cauchemar, vraiment j'insiste quoi. Après je vous dis j'ai réussi à le battre 2-3 fois, mais
voilà, c'était genre 2-3 fois, j'ai vraiment 2-3 fois que sur genre une quinzaine d'essais, quoi, vraiment. Et je vous dis que même à la fin, j'avais que un win ratio de genre, genre une partie sur 3 je l'ai gagné ou une partie sur 4. Et évidemment, avec la pression en plus, ça fait que c'est encore moins probable, quoi. C'est triste d'ailleurs, hein. Je me souviens d'ailleurs que j'avais une stratégie super stylée que j'avais planifié de faire, où j'allais volontairement réinitialiser Stealth Health, parce que en gros dans ce jeu, comme dans certains d'autres jeux, il y a une mécanique qui fait que toutes les attaques qui te one-shot vont ne faire que la moitié de ta vie. Sauf que dans ce combat, ça s'applique pour toutes les attaques. Donc en fait, ça fait qu'une Stealth Health niveau 1 prendra autant de dégâts donc sur sa vie qu'une Stealth Health niveau max, comme toutes les attaques ne font que la moitié de ta vie. Donc voilà, vous avez compris. Sauf que sa régénération sylvestre, elle régène le même nombre de PV, peu importe son niveau. Donc en gros, plus elle est bas niveau, plus elle va se régénérer vite. C'était vraiment une stratégie 300 IQ, mais malheureusement, même avec ça, le boss reste trop dur. Et d'ailleurs, c'était aussi le seul endroit où c'était vraiment très intéressant à utiliser. Donc overall, c'est une stratégie qui ne verra aucune utilisation finalement. Je me souviens qu'il y avait aussi Votable Globe, une personne avec qui j'ai beaucoup discuté du Nuzlocke, c'est notamment lui qui m'a conseillé d'avoir un nombre impair de PV. Il m'avait aussi conseillé de ne pas maintenir à fond tout le temps le bouton d'attaque quand je fais des dégâts avec le Hot Streak, parce que en gros, plus tu utilises l'attaque du Hot Streak, moins ça fait de dégâts au fil du temps, donc il faut pas le maintenir tout le temps, en gros c'est ça l'idée. Et il m'a aussi conseillé pour la deuxième phase d'aller sur la droite pour le tout début et la toute fin, parce qu'il y a 2 régènes qui sont garantis de spawn. Donc voilà, tout ça, ça m'a vraiment aidé, vraiment une personne très très sympa qui était particulièrement forte sur Superchargers notamment, et qui m'a donc donné beaucoup de conseils pour la run, et qui semblait aussi très très intéressé par le Nuzlocke, donc voilà, oui, vraiment un grand merci à lui, mais même avec son aide, c'était donc pas assez. C'est vrai que finalement, voilà, il m'a beaucoup moins aidé que ce que ça aurait pu être, mais voilà, quand même un énorme merci à lui. Bref, sinon, il y a donc les 2 chapitres où il y a des Chop Hoppers et le combat contre les ténèbres qui se feront en difficulté difficile. Et ça d'ailleurs, par coïncidence, ça couvre les 3 phases en véhicule qui sont considérées comme généralement les plus difficiles dans le jeu, avec le Compte Moneybone, Turbotis et les ténèbres. Bon, en réalité, Turbotis se ferait de toute façon humilier par une stratégie que j'avais trouvée il y a plus d'1 an, qui le passe à tous les coups, mais pour les 2 autres, c'est vrai que c'est un peu triste quand même. Mais cela n'empêche pas quand même qu'il y ait des parties difficiles dans le jeu. Clairement, vous allez voir qu'il y a quand même des parties difficiles dans le jeu, mais on les reverra juste après. Maintenant, par contre, il faut quand même rappeler 2 choses qui sont très importantes dans ce jeu, 2 aspects qui sont très très importants, c'est donc les phases en véhicule et l'aléatoire. Bon, déjà, pour les phases en véhicule, vous le savez donc, je le ferai donc avec le véhicule de base, le Hot Streak, mais cependant, je ne vous ai pas encore dit avec quel Skylander. Mais c'est là que ma préparation paye. En effet, vous l'avez vu, j'ai donc dans mon équipe un Skylander qui peut se régène, et se régène donc même dans les phases de véhicule, un Skylander qui a le double des PV d'un Skylander normal, et un Skylander qui tank beaucoup mieux les coups qu'un Skylander normal. Donc bon, comment dire que je suis vraiment très bien préparé contre ces phases en véhicule, mais en vrai ici, le pouvoir le plus fort, ça reste celui de Stealth Health. C'est celui que j'avais teasé notamment, genre vraiment, encore une fois, c'est super OP de pouvoir se régénérer à l'infini, et dans les phases de véhicule, puisque c'est littéralement une capacité que seule elle a accès, je crois, parce qu'évidemment, en gros, l'idée c'est que toutes les autres capacités de soins ne peuvent pas s'activer parce qu'il faut faire une attaque précise pour que ça s'active. Sauf que celle de Stealth Health, donc c'est la seule qui se fait automatiquement, genre à moins que Scratch puisse aussi se soigner avec de l'argent, puisque c'est sa capacité de soin, c'est de se soigner avec de l'argent, et encore ce serait moins fort. Et si vous avez des doutes, ce que je peux comprendre, puisque après tout, la barre de vie ça reste que genre 1/5 de notre vie quand on est dans un véhicule, mais ça reste quand même largement suffisant pour faire des choses comme faire le classique, rester dans un coin et se régénérer full vie, et comme dans le pire des cas, si une attaque nous one-shot, je rappelle qu'elle ne fera que la moitié de la vie, et bien en fait ça fait que c'est vraiment pas si mauvais que ça, et c'est même juste très fort. Par exemple, cette capacité, elle rend le combat contre Stratosphere grossièrement free, puisque en gros, Stratosphere c'est un boss qu'on rencontre dès le niveau 3, à la base, il n'est pas si dur que ça, mais en difficulté cauchemar sans Shift Striker Shark Tank, il redevient beaucoup plus dur quand même, sauf qu'avec Stealth Health, donc, il redevient pas si dur que ça, parce que tu peux donc constamment rester à l'arrière pour te régénérer, et Stratosphere ne va juste pas trop t'attaquer, il va pas assez t'attaquer pour réussir à te tuer au rythme où est-ce que tu te régènes, donc ça fait que tu es grossièrement safe. Donc à te régénérer autant que tu veux, et tu peux effectivement réussir à passer le combat sans arriver une seule fois dans le jaune, théoriquement.
Par exemple, dans ma run test, je ne suis arrivé qu'une seule fois dans le jaune, et encore, c'était à cause d'une très mauvaise interaction. Et d'ailleurs, sa régénération est aussi très forte pour les phases de plateforme, hein. Comme dans ce jeu, tu peux prendre des dégâts en tombant dans le vide, hein, ce qui est très chiant, et comme dans ce jeu, donc, il y a quand même vraiment beaucoup de phases de plateforme, sauf que quand tu peux te régène, bah du coup, c'est plus un problème, et notamment, le train des bandits passera de littéralement peut-être la partie la plus dure du jeu à quelque chose de fine. Après, Stealth Health ne sera pas le seul Skylander que je vais beaucoup utiliser pour les phases de véhicules. En effet, c'est le moment de présenter le Skylander de Superchargers, c'est Spitfire. Genre, en vrai, Spitfire, je pense que c'est de très loin le choix de Skylander le plus facile à expliquer que j'aurais à faire, hein, puisque en effet, il y a une mécanique dans ce jeu qui fait que si on utilise un Superchargers avec son véhicule qui va avec, il sera surchargé, et en gros ça fait que le Skylander et son véhicule feront 1,5 fois plus de dégâts si je ne dis pas de bêtises. Et ce bonus de dégâts, il est immense évidemment, hein. Pas aussi fort que je l'aurais espéré, puisque finalement je ne vais pas non plus utiliser Spitfire tant que ça, mais ça reste très fort. J'aurais pu sûrement penser à un autre Supercharger pour être honnête, hein, qui aurait pu potentiellement être utile autre part, hein, notamment sur Imaginators, mais je pense que Spitfire reste le meilleur choix, hein, surtout après notamment que par exemple Double Death Trigger Happy et Donkey Kong ont été fortement nerfs par les règles de Nuzlocke, hein, sachez que c'est des Skylanders auxquels j'avais pensé, mais ils ont été nerfs quand même, donc voilà. Je pense que c'est d'ailleurs une bonne transition pour parler de l'aléatoire dans le jeu, hein, l'autre problème, puisqu'en effet dans ce jeu, tout est aléatoire grossièrement, hein, contrairement aux Skylanders précédents, que ce soit les éléments des zones, les chapeaux, les trésors légendaires, les Skystones, etc. Vraiment plein de choses, et surtout ce qui est assez important ici, les gemmes d'âme. En effet, je ne suis donc pas garanti d'obtenir Spitfire à un moment fixe, et il y aura donc une sacrée phase de Shiny Hunting, hein, où je vais devoir ouvrir tous les coffres du jeu en espérant l'avoir très tôt dans Superchargers, hein, en sachant donc que à chaque coffre, je peux avoir un chapeau, un trésor légendaire, une Skystone ou une gemme d'âme, hein. Donc en théorie quand même, les chances que je l'ai rapidement sont assez minces, quoique, hein. Vous savez que je risque d'en rater, hein, c'est... Oui! Oui! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's fucking go! Let's go! Let's go! Et ça n'a pas pris longtemps! Chapitre 2! Chapitre 2! Chapitre 2! Cependant, et heureusement d'ailleurs, cela ne veut pas dire qu'il y a littéralement une chance que je ne l'obtienne jamais dans la run, hein, puisque en effet, vers le milieu du jeu, il y a une boutique qui s'ouvre dans le lobby, hein, tenue par Harry le Carry, et qui me permet de farm pour obtenir Spitfire. Car en effet, dans mes règles, je n'ai pas dit que ce n'était pas autorisé de soft reset en boucle en redémarrant le jeu, hein, pour relancer à chaque fois le lobby, voire d'acheter des articles dans la boutique à chaque fois. Il faut juste que je ne récupère pas d'argent parce que ça, pour le coup, ce serait récolter de l'argent à l'infini et évidemment c'est ban. Mais sinon, j'ai donc le droit effectivement donc, de relancer en boucle le lobby pour à chaque fois acheter des articles dans la boutique. Ce qui fait donc que vers la moitié du jeu, je suis garanti d'avoir tout ce dont j'ai besoin. Quoique, la chasse risque d'être peut-être un petit peu longue, car en effet, en plus de Spitfire, il y aura aussi une deuxième chose qui va m'intéresser beaucoup, c'est un chapeau qui ajoute un nombre de PV impair. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous vous souvenez de la mécanique du jeu qui fait que quand une attaque te one-shot, elle ne te fera que la moitié de ta vie? Eh bien, avec un nombre de PV impair, à cause des arrondis, ça fait que quand tu vas prendre 2 coups, tu seras mis à 1 PV au lieu de mourir, et donc ça te permet de tanker une attaque en plus, donc pour Spitfire notamment, c'est très intéressant à avoir. Surtout qu'en plus pour lui, en tout cas je crois, c'est impossible pour lui d'avoir normalement un nombre de PV impair. Du moins, je crois que c'était littéralement le cas à tous les niveaux, parce que je l'ai eu, à tous les niveaux, parce que je me rappelle, il n'avait jamais de PV impair, donc je crois que c'est vraiment le seul moyen pour lui d'avoir des PV impairs. Surtout qu'en plus, évidemment, au niveau max, donc quand il pourra plus monter en niveau, là, effectivement, il a des PV pairs. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il n'y aura pas qu'une phase de Shiny Hunting pour la gemme d'âme des Spitfire, puisqu'il y en aura peut-être aussi une pour ces chapeaux qui donnent des PV impairs, en sachant qu'ils sont quand même assez rares, puisqu'il y en a 4 sur les 266 du jeu. Et même si plus je possède déjà de chapeaux, plus en théorie j'ai de chances d'avoir les chapeaux qui m'intéressent, puisqu'évidemment les chapeaux que j'ai déjà ne peuvent pas apparaître dans la boutique. En réalité j'ai que genre 1,5% de chance environ d'avoir un chapeau donc qui donne des PV impairs avec 0 chapeau obtenu. Et même en ayant 66 chapeaux, les chances n'augmentent que à 2%. Donc ça pourrait quand même prendre beaucoup de temps, quoi. Oh 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 oh! Oui! 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 Oui!
Mais bref, sinon, pour les parties difficiles du jeu, même si Moneybone et les Ténèbres ne sont plus des parties difficiles, il y en reste quand même quelques-unes, hein. Notamment, en regardant les 2 moments où je suis mort dans ma run test, il y a la toute fin du niveau sur la librairie des mages voyous, hein, où j'ai donc possiblement une chance de mourir et donc j'ai dû m'y préparer hein, pour la run. Et il y a surtout le combat contre Blubberbeard, hein, qui est legit très dur, hein, notamment avec toutes les grenades qui peuvent te faire super mal et qui vont s'activer automatiquement. Ma strat, ça va juste être de les activer, puis de les esquiver avec Steel Health, hein, comme elle va très vite, elle peut aller plus vite que les grenades, donc possiblement elle peut toutes les esquiver, mais ça va quand même rester assez chaud et assez stressant évidemment, encore une fois. Mais ouais, en vrai, c'est assez drôle, hein, parce que j'avais donc essayé de rendre Superchargers plus dur et plus intéressant en n'autorisant pas le Shield Striker ou le Shark Tank, hein, et finalement ça n'a rien changé, hein. Oui, parce que je pense que je peux le dire maintenant, je pense qu'en termes de difficulté, pour ma run en tout cas, Giant sera le jeu le plus dur, suivi de Trap Team, Swap Force, Imaginators, Supercharger et enfin Spara's Adventure. Donc Superchargers reste le jeu le plus facile qui se fera en difficulté cauchemar. Donc voilà, finalement il reste à la même place, mais après ça reste quand même un jeu qui va être loin d'être facile, hein. Vous l'avez vu, je pourrais quand même largement perdre un Skylander sur ce jeu, et c'est clairement pas un jeu à sous-estimer. Ok, il ne reste donc plus qu'Imaginators. En vrai, Imaginators, je vais aller relativement vite, puisque en effet, pour faire vraiment très simple, tout le jeu tourne autour du Quickshot Doomlander. En gros, le Quickshot Doomlander, hein, ou Tireur Doomlander en français, comment vous l'expliquer en fait bon... En gros, ça, c'est une tier list que j'ai faite où j'ai classé les boss de toute la saga en fonction de leur difficulté. Et maintenant, si on monte un peu, regardez qui on trouve en premier. Voilà, c'est lui en fait. Voilà. Après, j'aimerais quand même ajouter que c'est loin d'être le seul moment qui va être potentiellement un enfer, hein. Il y a aussi le Smasher Doomlander, et notamment sa dernière phase où il faut esquiver des boules de feu en 2D, hein, vraiment une horreur. Et il y aura aussi le combat final qui est un peu technique, mais en vrai, les deux se font, et en globalité, Imaginators devrait se faire, notamment parce que j'ai Crypt King. Oui, parce que, comme j'ai pu le teaser un peu plus tôt, Crypt King est vraiment très fort dans ce jeu, hein, notamment parce qu'il a reçu énormément de buffs, hein. Après, il faut que je dise aussi que tous ces buffs, ils viennent en réalité de Superchargers, mais le truc c'est que sur Superchargers, littéralement, genre, tous les fights du jeu se font soit en véhicule, soit les ennemis sont des gros ennemis, soit ils peuvent être éjectés dans le vide, donc en gros, Crypt King n'est vraiment pas si utile que ça dans ce jeu, hein. J'utiliserai sûrement que pour 2-3 combats peut-être, hein, mais vraiment pas grand chose. Dans Imaginators, par contre, c'est vraiment là où ça paye, hein. Parce que, en gros, le buff qu'il a reçu, notamment, c'est que les essaims d'abeilles peuvent maintenant apeurer les ennemis, et même si techniquement c'était là avant, maintenant ça les empêche totalement d'attaquer, hein, ce qui est très fort, hein, surtout parce que ça marche sur une plus grande variété d'ennemis que sur les attaques qui font du knockback, qui peuvent aussi empêcher d'attaquer, et... En gros, notamment, tu peux juste spammer dans beaucoup de combats, tu peux juste spammer les essaims, affecter tous les ennemis, les rendre tous inaptes à attaquer, et ouais, quoi, c'est... Ensuite t'as gagné quoi, littéralement. En plus, Crypt King, il est aussi plus rapide dans ce jeu, hein. Bon, c'est toujours très chiant pour se déplacer dans les niveaux, mais par contre, en combat, la différence, elle se voit quand même pas mal, hein. En plus, les essaims d'abeilles, maintenant, ils peuvent aussi faire le bonus de dégâts avec la gemme d'âme, hein, alors qu'avant, c'était que avec les attaques à l'épée. Et en plus, les essaims aussi sont plus rapides, hein. Genre vraiment, regardez cette vitesse par rapport à avant, ils sont sous coque maintenant, en fait, hein. C'est n'importe quoi. Genre vraiment, c'est un peu fou, hein, le nombre de buffs qu'il a eu, hein. Lui qui était déjà assez fort. Je crois qu'il a aussi eu quelques nerfs, hein, notamment, maintenant les essaims vont se focus que sur un groupe d'ennemis, alors que avant ça pouvait être sur plusieurs positions à la fois, donc maintenant c'est un petit peu plus chiant. Et aussi c'est un peu plus dur d'envoyer les essaims, hein, surtout parce qu'on peut plus trop les envoyer en sautant, hein. Il y a même notamment ce petit bug où parfois ils peuvent rester bloqués sur la tête de Crypt King. Mais voilà, sinon overall Crypt King est donc beaucoup plus puissant. Et comme dans ce jeu aussi, il y a très peu d'attaques qui font vraiment très mal, hein. Ça fait que Crypt King, voilà, il peut encaisser beaucoup d'attaques. Et en globalité, il est donc très fort et il peut faire une grosse partie de Imaginators à lui tout seul, donc c'est trop bien, hein. Ça laisse notamment encore plus de liberté pour le sensei. Sinon donc, revenons au Quickshot Doomlander. Pourquoi est-ce que ce fight est aussi dur? Bah en fait c'est très simple, hein. Le principal problème c'est qu'il a pas de pattern. Enfin si, il est un pattern évidemment, mais en gros le problème c'est que chaque combat est personnalisé, hein, puisqu'il va tirer un projectile qui va rebondir dans tous les sens, et qui va donc se comporter différemment en fonction des combats, hein, en fonction de là où est-ce que t'es et de là où est-ce qu'il est quand il va tirer, et donc ça veut dire qu'il faut constamment savoir prédire où la balle est et va aller, tout en esquivant le reste de ses attaques, hein, ce qui n'est vraiment pas facile à faire, hein. Surtout quand il y a deux balles qui rebondissent à la fois, là ça devient quasiment impossible, hein.
Et oui, ça en fait donc le boss fight le plus dur de toute la saga selon moi, notamment à cause de son inconsistance, hein. Pour moi c'est vraiment de très très loin le plus difficile à maîtriser. Et je parle vraiment pour moi-même, hein. J'ai essayé notamment longuement de faire l'Ultimate Nightmare sur ce jeu avec mon sensei de cœur Mysticat. Il y a genre 5 runs qui se sont terminés sur ce boss. D'ailleurs, il y a aussi plusieurs détails que j'ai trouvé très très chiants sur ce boss en plus, hein, donc, notamment l'attaque de la 3ème phase que je trouve est une attaque très très mal télégraphée, vraiment c'est super dur de comprendre, enfin surtout au début ça a vraiment été super chiant de comprendre quand elle va sortir. Le fait qu'il n'y ait pas de checkpoint aussi, hein, donc c'est super dur de s'entraîner contre lui sans émulateur, et vous pouvez l'imaginer, je n'ai pas d'émulateur, et il y a ça aussi. Oh my god, oh my god, oh my god. Please don't die, please don't die, please don't die, please don't die. Damn it! This is so much BS! This is so much BS! I literally did it! I hate this boss fight so much! I hate this boss fight so much. D'ailleurs, je savais tellement à l'avance que ce boss fight allait être satanique que j'ai littéralement acheté Flarewolf juste pour l'occasion. Non, hein, pas pour faire le boss, hein, juste pour pouvoir faire un skip de speedrun qui permet d'arriver jusqu'au boss fight en quelques minutes, hein, ou genre en 1 minute. Comme malheureusement, donc comme j'ai déjà dit, il n'y a aucun checkpoint et qu'il n'y a aucun moyen d'y arriver rapidement. Et d'ailleurs, si vous vous demandez comment je sais faire tout ça, c'est grâce à ce mec, hein, Speedrunner Cartman. Il a fait plein de vidéos pour aider les gens à faire du speedrun, hein, et c'est grâce à lui que je me suis donc mis à faire plein de speedrun strats. Notamment, hein, j'utilise le même bug pour m'entraîner contre le Smasher Doomlander sur Imaginators. Rien à voir avec lui, mais je me suis aussi amusé à faire des subjumps sur Spyro's Adventure, hein, surtout parce que la strat est très très cool à faire. Mais c'est surtout sur Trap Team que j'en fais le plus, hein. En effet, il a sorti 2 guide entier sur tous les speedruns de Trap Team, et vraiment ce fut l'une des meilleures aides que j'ai pu recevoir pour le Nuzlocke, hein, ou même pour d'autres défis, juste pour pouvoir arriver rapidement à ce genre de boss pour m'entraîner, hein. Vraiment je dois sûrement à Speedrunner Cartman l'équivalent de plusieurs jours entiers à faire des niveaux que je n'ai pas eu à faire, et plein de points de santé mentale que je n'ai pas eu à perdre. Vraiment genre énorme merci à lui. En vrai c'est techniquement celui qui m'a le plus aidé pour le Nuzlocke. D'ailleurs, il fait aussi juste des vidéos comme moi, hein, et j'aimerais notamment lui faire juste une pub en général, hein, parce que vraiment c'est l'une des plus grosses gemmes cachées sur YouTube, hein. Notamment, si vous vouliez que Summoning Salt fasse un jour des vidéos sur Skylanders, hein, en sachant pertinemment que ce jour n'arriverait jamais, pas besoin en fait, pas besoin d'attendre, puisqu'il a déjà fait toute une vidéo sur l'histoire du speedrun de Trap Team, et toute une vidéo également sur l'histoire de Superchargers. Genre ces vidéos, je déconne pas, ce sont littéralement les 2 meilleures vidéos de Skylanders que j'ai vues sur YouTube, hein. Genre je déconne quasiment à peine, hein. Et celle sur Superchargers a littéralement moins de vues que 2 de mes vidéos, hein. Alors qu'en plus mes vidéos elles sont tellement nulles franchement. Non je rigole, je veux pas non plus me descendre autant, mais vous voyez quand même, hein, le niveau de sous-côté que c'est. Et c'est pas les seules vidéos qu'il a fait d'ailleurs, hein. Il a aussi fait une vidéo très spécifiquement sur l'histoire du speedrun du niveau Côte du Poisson Pluie, et il a aussi fait une vidéo sur les Skylanders les plus rapides de Trap Team, et aussi une vidéo sur le meilleur bug de speedrun pour chaque jeu. Et puis aussi... vous m'avez entendu me plaindre des créateurs de contenu sur Skylanders dans le passé, pas vrai? Et il aimerait d'ailleurs préciser à ce sujet qu'il est quand même un peu désolé pour cette vidéo, et que si c'était à refaire, il l'aurait refait, mais très différemment. Eh, pourquoi tu dis ça? Je dirais jamais dire ce genre de choses, franchement. Certes, mais je vais quand même essayer de régler tes potentiels conflits, si tu veux bien. Et puis en plus, ce n'est pas parce que tu n'irais pas dire ce genre de choses que ce n'est pas ce que tu pensais, pas vrai? Certes. Mais bon, sinon, pour reprendre, si vous me demandez personnellement quelle est pour moi la meilleure vidéo de type créateur de contenu sur Skylanders, c'est celle-là, hein, voilà, c'est celle-là. Ah bah vraiment, pour moi, il n'y a aucune compétition, hein, notamment parce que ces gars-là nous détruisent tous, en fait, hein. Ces gars-là nous détruisent tous, on est vraiment nuls à côté d'eux, hein. Et c'est vraiment la première fois que j'ai pu vraiment voir une vidéo de ce type où les personnes sont meilleures que moi au jeu, en fait. Au fait, Murtkelp. Ça se prononce Murtselp. Attends, comment ça se prononce Murtselp? Je veux dire, avant je prononçais Murtkelp et tu disais rien? Oui, mais depuis, Link's a littéralement prononcé le nom de Plectrum à l'envers comme Murtselp, donc c'est canon maintenant. Ah, vraiment? Parce que je trouve pas ça très beau quand même. Eh, si tu n'es pas content, tu n'as qu'à lui écrire à Link's Sun. Bah, tu sais quoi? C'est ce que je vais faire. Évidemment. Bon, je reprends moi sinon. Ok. Bon bref, fini de parler de Speedrunner Cartman, revenons sur l'enfer de Belzébuth qu'est le Quickshot Doomlander. Heureusement pour moi, en réalité, il existe plein de réponses à ce boss, hein. Plein de sensei qui sont particulièrement forts pour faire ce boss, et encore plus heureusement, il y a un mec du Discord, Phoenix, que je connaissais comme ayant beaucoup trop de connaissances sur les counters contre ce boss, hein. Donc je lui ai juste demandé, et il m'a sorti cette liste de tous les sensei qui sont plutôt forts contre ce boss. En sachant que cette liste va du meilleur au moins bon, et donc voilà, hein, c'est à partir de cette liste que j'ai choisi mon Skylander d'Imaginators, qui sera donc choisi pour être le
contre au Quickshot Doomlander. Et donc voilà, hein, mon Scalender sera donc le docteur Néocortex. Débat terminé, pas vrai? Bon, non en réalité, hein, puisque en ce qui concerne Sagendam, en passant le fait que tu as déjà besoin de Crash ou Néocortex pour entrer dans le niveau qui contient Sagendam, et encore aussi besoin de Crash pour arriver au passage qui débloque Sagendam, ce qui, encore une fois, est ok avec les règles actuelles de toute façon, le principal problème en fait c'est que Sagendam, je crois que c'est littéralement la Gemdam la plus dure à obtenir de toute la saga, et de très loin. Puisque pour obtenir sa Gemdam, il faut réussir une course d'obstacles à la quasi-perfection, en obtenant donc assez de Free Wampa pour débloquer sa Gemdam, et en plus de ça, en difficulté cauchemar, les obstacles de la course se font vraiment très mal. Hein. Et donc, essayer d'obtenir sa Gemdam, ce serait littéralement risquer ma team actuelle, et ça ajouterait littéralement toute une partie difficile à ce Nuzlocke. Bon, ensuite il y a Blastertron, et Blastertron en vrai j'ai aussi hésité, hein, puisque en gros sa Gemdam s'obtient assez tard, hein, dans le 5e niveau du jeu, alors que la Gemdam de Pit Boss, hein, celui qui est juste en dessous, elle est dans le 2e niveau du jeu. Donc non seulement le training serait légèrement plus simple, mais surtout en théorie ça veut donc dire que je pourrais plus utiliser Pit Boss que Blastertron. Mais j'ai quand même fini par prendre Blastertron, parce que bah, le truc c'est que leur différence d'efficacité contre le Quickshot Doomlander, c'est vraiment le jour et la nuit, hein. Avec Pit Boss, je dis pas non plus qu'il est mauvais contre lui, mais le Quickshot Doomlander reste un challenge avec lui, hein, puisque en gros le truc qui est bien avec lui, c'est que avec son attaque secondaire, il peut passer en dessous de la grosse majorité de ses attaques, hein, dont notamment les balles qui rebondissent, donc c'est très fort, mais il ne passe pas en dessous de l'attaque sautée de la 3e phase, et aussi il se fait quand même toucher par les balles rebondissantes quand elles disparaissent sur lui. Donc en gros voilà, avec lui ça reste un challenge, hein, alors qu'avec Blastertron par contre, hein, le boss pour le coup il devient vraiment une blague, hein, puisque en gros, avec aussi son attaque secondaire, hein, le champ de force, il peut ralentir les projectiles du Quickshot Doomlander, et elles ne deviennent donc plus du tout un danger, hein, puisque en gros, les projectiles deviennent genre 4 fois plus lents, et voilà, ça devient beaucoup plus facile, hein, notamment les balles rebondissantes. Donc voilà quoi, mon choix est fait là-dessus. Le seul problème, c'est que maintenant, le Quickshot Doomlander n'est legit plus intéressant comme combat. Hein. Mais franchement, je m'en fiche un petit peu. Hein. Sachez que je vous écris ça avant de faire la run en elle-même, et franchement, je pense toujours que ça va être presque impossible, donc bon... Donc bon, voilà, c'est terminé, hein. J'ai présenté grossièrement toute ma stratégie. Maintenant, c'est juste l'heure du petit rappel, hein, de comment ça devrait se passer dans la vraie run, comme dans la dernière vidéo. Bon, déjà, on roule sur Spyro's Adventure, hein. Encore une fois, c'est de très loin le jeu le plus facile et qui va aller le plus vite. Dès que Stealth Health aura toutes ses améliorations, elle pourra juste rouler sur le jeu, elle sera beaucoup trop puissante. Et dès que j'aurai l'argent pour le Wow Pow, je pourrai foncer et le terminer en probablement 5 heures, ce qui est donc assez court. Ensuite, Giants devra donc être le plus gros défi. Je vais devoir faire une très grosse partie avec un seul Scalender sur un jeu qui ne rigole vraiment pas en enchaînant les combats stressants. Dès que j'ai Ninjini, je vais donc pouvoir l'entraîner et dès qu'elle aura ses combos, je pourrai même commencer à l'utiliser pour l'XP, hein, en espérant donc que j'arrive jusque là. Ensuite, la fin de Giants devrait donc beaucoup se faire grâce à l'aide de Ninjini, puis on passe Chaos et Giants est terminé. Ensuite, Swap Force devrait donc être beaucoup plus chill, hein, notamment parce que Rattleshake s'obtient très tôt, et dès que j'ai juste sa Gemdam sur les deux parties et sa tourelle, je vais commencer à l'utiliser, et je vais l'utiliser pour faire tout Swap Force, hein, à part quelques phases de tourelle que je ferai avec Stealth Health, et après avoir passé le dernier combat du dernier niveau, la mer de Chaos et Chaos lui-même, hein, les 3 combats difficiles du jeu, en plus des 4 phases spéciales qui ne rigolent pas non plus, hein, Swap Force est donc fini, et on passe sur Trap Team. Sur Trap Team, je vais donc en globalité utiliser Ninjini pour les combats et Rattleshake pour les boss. Hein. Il y aura en plus l'arrivée de Crypt King que je vais donc devoir impérativement XP le plus possible pour qu'il soit prêt contre Chaos. Même si pour être honnête, cet XP ne va vraiment pas être facile du tout à trouver avec lui. Hein. Surtout qu'en plus, c'est le seul jeu où l'XP peut disparaître, mais ça se fait. Et ensuite, je l'utilise donc contre Tratanium Chaos pour terminer le jeu. Superchargers va être assez lent au début, hein, puisqu'il faut donc que je check tous les coffres jusqu'à ce que j'ai un Spitfire et un Spitfire complètement amélioré, en plus d'un chapeau qui donne un nombre de PV impair. Hein. Tout ça va donc devenir plus simple dès que la boutique va s'ouvrir, hein, puisque c'est le moment où je suis garanti de les avoir en fermant à la boutique. Hein. Et dès que j'ai tout ce qu'il me faut, le jeu va pouvoir accélérer, on réussit toutes les parties dures comme celle où je suis mort dans ma run test, et notamment le train des bandits qui va sûrement être la partie la plus difficile du jeu avec son combat contre Blubberbeard, et après avoir battu les ténèbres, il ne reste plus que Imaginators. Et pour Imaginators, il y aura donc un rush au début avec Crypt King qui fera la grosse majorité des niveaux. Enfin, peut-on vraiment parler d'un rush quand Crypt King est aussi lent? Qui sait, hein. Je vais quand même sûrement utiliser Rattleshake, hein, pour faire certains niveaux et certains boss, hein. Mais sinon c'est vraiment juste Crypt King all the way, hein.
On obtient Blastertron au chapitre 5 donc, et c'est là que ça va ralentir. Hein. On XP Blastertron assez facilement quand même, avec les bulles d'XP qu'il y a dans les niveaux. Hein. Même l'argent en réalité va s'obtenir assez vite hein, dans ce jeu, donc c'est assez sympa. Cependant, pour être safe, je vais sûrement le garder et vraiment l'utiliser que la toute première fois pour le Quickshot Doomlander. Et justement, après avoir fait quelques autres parties un peu difficiles, on arrive sur le Quickshot Doomlander, qu'on pourra donc, on l'espère, passer relativement largement avec Blastertron. Et ensuite, on va d'ailleurs l'utiliser pour le tout dernier niveau, un For Good Measure, et puis ensuite c'est terminé quoi. Donc voilà, je pense avoir globalement tout dit, donc voilà, hein, c'était la fin de la vidéo. Bonne soirée, goodbye. Ok, c'est donc la fin de la vidéo, hein, j'espère qu'elle vous a plu, évidemment. Hein. J'espère qu'elle vous a plu, ah là là, mettez les likes et tout ça si vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bon. Les petits trucs classiques. Bon déjà évidemment il faut que je parle d'un truc directement. Oui j'ai un micro de merde tout simplement parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Je ne suis pas chez moi et j'ai oublié de prendre mon micro. Enfin non c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que je me suis dit j'en aurais pas besoin mais bon bref. Donc voilà, hein. Sachez donc que ça me fait assez chier de record ma voix off actuellement alors que je suis pas chez moi. Mais je le fais, c'est vrai que cette voix off là, je sais que je fais quasiment tout le temps des voix off à la fin de mes vidéos. Mais là j'en fais une et je me force à la faire parce que c'est très important. Il faut vraiment que je parle d'un truc directement. Sur ma chaîne, j'ai fait un post qui est assez important et j'aimerais quand même que vous soyez le maximum à y répondre évidemment si vous regardez mes vidéos régulièrement. Pourquoi? Parce que ça concerne quelque chose d'assez important, puisque c'est la photo de profil de ma chaîne. Hein. En gros, sans rentrer dans les détails, hein, évidemment vous verrez en lisant le post en lui-même, mais je vais donc faire un petit post où est-ce que je vais voter si vous voulez que je garde ma photo de profil actuellement, qui est un petit peu controversée, vous allez voir pourquoi, si vous lisez le post, ou si je change de photo de profil. Et donc voilà, pour l'instant il n'y a que quelques personnes qui ont répondu, mais le problème c'est qu'évidemment c'est très dur de vous prévenir, parce que vous voyez bien qu'en faisant un post évidemment vous voyez pas beaucoup, parce que c'est normal, hein, les posts, vous recevez pas de notification la très grosse majorité du temps, donc évidemment c'est normal si vous n'êtes pas beaucoup à tomber dessus, mais voilà, donc comme ça je peux vous en parler dans une grosse vidéo, je sais qu'il y a la grosse majorité des gens qui vont la voir, et comme ça devrait peut-être changer un petit peu les choses, donc voilà. Voilà, comme ça va me permettre d'avoir une bonne avis de ma communauté, puisque là j'aimerais vraiment vous demander à vous pour ce post. Et donc, voilà. Et donc, voilà, sur ce post-là. Évidemment, pour trouver le post, donc vous pouvez directement, évidemment, regarder sur ma chaîne, scroller à travers les posts. Mais le problème, c'est que ce post-là, c'est même pas le dernier que j'ai fait, donc vous allez peut-être devoir chercher un tout petit peu. Ou alors, sinon, il est aussi dans le lien, il est aussi dans la description. Donc voilà, allez où vous voulez aller. Voilà, donc ça, c'était le message important. Le reste, oui, parce qu'évidemment... Évidemment, c'est vrai qu'évidemment je pourrais continuer à blablater, mais bon, c'est vrai que je vais être honnête, comme je suis pas chez moi, que j'ai un micro de merde. Là, je sais pas du tout la qualité du son, mais ça se trouve elle est dégueulasse. Et c'est vrai qu'en plus, comme je suis pas chez moi et tout, je suis un peu plus timide, je suis un peu moins motivé, mais je pense que je peux quand même parler de 2-3 choses. Hein. Oui, je pense que je peux notamment dire ça, comme ça paraît, vous l'aurez bien en tête. Vous l'aurez bien en tête, j'espère, même si je sens qu'il y a quand même des gens qui vont être en mode ah là là. Cette vidéo et celle qui va suivre, je vais être honnête avec vous, c'est probablement les dernières vidéos Skylanders que je vais faire pendant très longtemps. Pourquoi? La raison principale en réalité, c'est surtout parce que les 2 années qui vont suivre là, je pars dans des études, voilà, des études ah là là trop... des études un peu vénères quoi, on va être honnête, et je vais juste me concentrer là-dessus plutôt que sur YouTube, donc ça fait que j'aurai beaucoup moins de temps, puisque je vais juste me consacrer du temps pour faire des vidéos pendant les vacances d'été, hein, comme je le fais là, littéralement actuellement, là j'ai travaillé, genre, dites-vous que toutes les vidéos qui vont sortir, dont la vidéo du 4 janvier, notamment la vidéo du 4 janvier, finalement elle aura quand même été faite en été, hein. Enfin vous allez totalement voir ça même quand vous allez voir la vidéo, mais voilà, tout ça a été préparé en été, et ça va être la même chose pour l'année prochaine, donc tout ça pour dire que j'aurai quand même moins de temps pour faire mes vidéos, hein. Même si c'est vrai que les années d'avant, j'avais beaucoup moins travaillé pendant les vacances d'été, j'aurais quand même moins de temps pour faire les vidéos. Et voilà quoi, juste j'aurais moins de temps. Et le truc c'est que l'année prochaine, j'ai pas envie de faire du Skylanders, j'ai envie de me prioriser sur autre chose. Mais donc ça fait que je peux pas à la fois faire cette autre chose là et travailler sur du Skylanders. Donc voilà, en gros ça fait que notamment en 2027 et même en 2026 finalement, genre en 2026 il y aura sûrement que les vidéos du 4 janvier. Si vous n'êtes pas sur ma chaîne anglaise, il y aura que les vidéos du 4 janvier littéralement. Et en 2027, vous aurez la vidéo du 4 janvier qui évidemment n'aura rien à voir avec du Skylanders. Et puis voilà quoi, enfin grossièrement voilà, ça veut bien dire que vous n'aurez genre pas de Skylanders du tout en 2026 et en 2027. Alors je suis un petit peu désolé, mais encore une fois voilà, c'est juste pas le temps. Donc voilà, à voir pour 2028. 2028 je pense que vous aurez quand même du Skylanders, même si pareil j'ai envie de me concentrer sur autre chose, vous aurez logiquement du Skylanders, il y aura logiquement un petit retour. On l'espère en tout cas, on l'espère.
Mais voilà. Mais encore une fois, hein, je vous invite à regarder ma chaîne anglaise. Hein. Vraiment, si vous êtes à court de contenu et que vous comprenez bien l'anglais, regardez ma vidéo, regardez ma chaîne anglaise. Hein, j'ai déjà sorti, excusez-moi. J'ai déjà sorti notamment une grosse vidéo que vous avez, genre, qui a rien à voir avec ce que je fais, enfin, sur de l'Ultimate Nightmare, donc vous savez, évidemment, parce qu'évidemment, j'ai sorti la vidéo sur la Cornice Jock, mais ça, vous avez déjà grossièrement vu la vidéo sur la Cornice Jock. Donc, whatever, mais il y a surtout de la vidéo sur l'Ultimate Nightmare. Hein, je vous recommande beaucoup si vous l'avez pas vu et que vous voulez me voir parler encore de Skylanders. Bah, j'ai fait cette vidéo-là et elle est sympa. Elle est sympa, même si elle date un peu. Donc voilà. Si vous êtes à court. C'est vrai que je dis ça, mais ça va vraiment pas rattraper beaucoup. Mais voilà, il y a quand même des trucs. Enfin, c'est vrai que je dis ça, et je dis surtout ça parce que finalement, je pense que si je refais du Skylanders, si j'ai le temps de faire du Skylanders entre cette période où est-ce qu'il n'y aura pas du tout de Skylanders, ça va sûrement être sur ma chaîne anglaise. Donc voilà. Voilà, finalement, le blablatage a déjà bien commencé. Mais voilà, quoi, finalement, je pense... c'est vrai qu'effectivement... oui, je pense... En tout cas, oui, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc cette vidéo de préparation du Nuzlocke. Sachez qu'effectivement, je peux le dire, je suis quand même assez fier, vu que c'est littéralement une vidéo... ça, je peux parler un petit peu des behind the scenes. Je suis assez content, vu que c'est vraiment... Cette vidéo-là, j'ai réussi à la faire tellement vite, genre c'est une vidéo d'1 heure, mais en consacrant assez de temps, notamment parce qu'évidemment, c'est les vacances d'été, je peux travailler tout le temps, bah, j'ai littéralement réussi à avoir un rythme de fou, où est-ce que j'ai réussi à faire 10 minutes de vidéo par jour, ce qui est vraiment pas mal. 10 minutes en à peu près 4 heures de travail, ce qui est vraiment un rythme insane. Et donc j'ai quand même réussi à clutch à peu près cette vidéo, bon après je dis ça, mais pour l'instant c'est pas terminé. Je sais pas si j'aurai bien le temps de terminer toutes les vidéos que je voulais faire pendant l'été, je pense quand même que oui. Mais bon voilà, à voir. À voir, hein, évidemment vous savez déjà, mais bon voilà. Donc voilà, je suis quand même assez content, j'espère évidemment que la vidéo vous a quand même plu, hein, j'espère que... Il y a des trucs comme ça, évidemment, c'est... Bon, c'est sûr qu'évidemment c'est le type de vidéo où est-ce que comme évidemment je dois respecter une deadline, j'ai pas trop le temps d'y mettre 100% du cœur, c'est... Vous allez voir que c'est beaucoup moins perfectionnisé, par exemple, que ma toute première vidéo de l'Arcornus Jock, où est-ce que, voilà, à chaque fois qu'il y avait un plan, j'essayais de trouver exactement le bon truc pour illustrer, etc. Et je prenais le temps pour... Là, si vous vous rendez bien compte, c'est vrai que là, c'est beaucoup moins... Il y a beaucoup moins ça, hein, mais évidemment, c'est bon, des petits détails. Mais voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, hein, notamment, par exemple, toute la partie sur Ninjini, hein, où est-ce que je me suis un petit peu cassé le cul, quand même, vous avez bien vu, hein, où est-ce que j'ai fait tout un plan, machin... Ah là là. Ah là là, ah là là, ah là là. Bon, je raconte un petit peu ma vie, mais bon, voilà, c'est effectivement. J'espère aussi, évidemment, que la vidéo qui va suivre, donc sur l'essai final, vous plaira aussi. Je vous le dis pour l'instant, encore une fois, j'ai même pas encore terminé de travailler sur la vidéo que vous voyez actuellement. Hein, j'ai juste un tout petit peu de montage qui me reste à faire. Et ça à insérer, et... il me reste plus grand chose, mais même celle-là, j'ai pas terminé, et celle sur l'essai final, j'ai pas encore commencé à travailler dessus. Mais j'espère qu'elle vous plaira quand même, hein, évidemment. Mais donc, du coup, c'est marrant, vu que je dis ça sans avoir une idée du contenu. Même si après, je vous le dis, hein, j'ai quand même une grosse idée de à quoi ça va ressembler. Et je sais que oui, ça va être grossièrement, logiquement, à peu près à égalité avec l'autre vidéo que j'avais fait sur l'essai final de l'autre fois. Sauf qu'évidemment, la différence, c'est que depuis, il s'est passé 1 an et le challenge est beaucoup plus dur. Donc c'est vrai qu'il y aura quand même ça, quoi. Il y aura quand même ça. Et donc voilà. C'est vrai que je dis, il y aura pas de blablatage, et là, on est déjà quasiment à 8 minutes d'enregistrement. 8 minutes de voix off. Bon, voilà. Bah voilà, c'est vrai que je peux aussi dire ça, effectivement. Bon, après, je sais que personne va l'entendre, puisqu'on est déjà beaucoup trop loin dans la voix off, mais est-ce que ça vous plaît, ce genre de voix off? C'est vrai que je demande souvent ça. Si vous êtes là et tout. Bon, arrêtez, si vous êtes là, c'est sûrement que ça vous plaît quand même et tout, quand je blablate. Mais voilà, hein, c'est... Est-ce que vous voulez que je continue, ou est-ce que vous voulez que je continue à faire des choses, à faire des voix off un peu plus concises quand même? Bon, je sais pas. Ah bon, c'est vrai que ça a toujours été... Ah là, bah, ça a toujours été mon problème, hein. C'est vrai que, je vais être honnête, hein, on me l'a pas trop reproché dans mes vidéos, mais c'est vrai que je me rends bien compte moi-même que, parce que c'est des trucs qu'on me reproche dans la vie en manière générale, hein, je sais que je raconte ma vie, ah là là, mais clairement on m'a toujours reproché de pas être assez concis, et c'est vrai que des voix off de 8 minutes, bon, enfin des voix off beaucoup trop longues comme ça où je raconte beaucoup trop ma vie, peut-être pas nécessaire, mais voilà, c'est mon style de vidéo après, c'est mon style de vidéo, voilà, là je raconte vraiment ma vie par contre, mais bon. Mais voilà, mais j'ai envie de dire, après ça reste quand même intéressant. Donc voilà, oui, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Du coup, voilà, vous êtes actuellement probablement en milieu de septembre, hein, si j'ai bien fait comme je voulais faire. Vous êtes probablement en milieu de septembre. Et du coup, on se retrouve vers fin octobre pour la vidéo de l'essai final. On se retrouve ensuite le 4 janvier pour la vidéo du 4 janvier.
Et puis ensuite, on se retrouve à je sais plus quand, hein, je sais vraiment pas quand, pour les vidéos qui vont suivre, hein, parce qu'encore une fois, ça va être dans pas mal de temps. Euh, Et voilà, effectivement. Euh, En espérant vous accrocher, hein, c'est vrai qu'évidemment, en espérant vous accrocher, notamment au concept du 4 janvier, etc. C'est vrai que je sais que je vais sûrement pas prendre beaucoup de vues et tout sur les vidéos qui vont suivre, vu que ça va pas être du Skylanders, mais j'espère quand même qu'il y en a certains qui, en dehors des gens que je connais, qui sont vraiment devenus des viewers très très proches, j'espère quand même qu'il y en a aussi 2-3 autres qui vont également s'accrocher et regarder ce que je fais d'autres, parce que voilà, parce que juste ils aiment mon contenu et que voilà, parce que c'est vrai que... Ah oui, je peux comprendre évidemment les gens qui regardent que du Skylanders, parce que même moi je fais ça avec des chaînes et tout. Enfin, est-ce que je fais vraiment ça? Je sais pas. Mais je peux comprendre évidemment totalement les gens qui me regardent que pour mon Skylanders, mais j'espère quand même qu'il y en a d'autres qui se disent aussi, bah voilà, je suis abonné à cette chaîne, j'aime ce que la personne fait, j'aime bien découvrir des choses, voilà, whatever, donc je vais regarder ce qu'il fait d'autre, etc. J'espère quand même qu'il y en a 2-3 dans la communauté qui sont comme ça. Ce serait quand même cool. Et si c'est le cas, merci à vous, hein, je vous fais des énormes bisous. Et puis voilà, quoi. Au niveau blablatage, c'est vrai que là on est assez loin. Parce que du coup, voilà, j'ai retenté de faire un segue into la fin de la voix off et là j'ai totalement raté. Voilà, franchement, oui, en réalité, voilà, c'est grossièrement, je pense que j'ai quand même globalement dit tout ce que j'avais à me dire, tout ce que j'avais passé par la, enfin tout ce qui me passait par la tête. Donc oui, voilà, hein, voilà. On se retrouve dans un certain temps, voilà, j'ai déjà dit. Et puis voilà quoi, c'était Nonheim. Ciao. Hop.